L'histoire parle de Jo Ming, un stagiaire qui a récemment rejoint la société Chongming. Il est constamment harcelé par ses aînés et ses collègues. Ils le traitent comme leur esclave personnel. Il est toujours en train de leur faire du café, mais heureusement, tout le monde ne le traite pas aussi durement. Il y a cette femme qui lui conseille de se défendre. Et d'apprendre à dire non aux autres. En la voyant, le type commence à rougir et j'ose dire qu'il est complètement sous le charme. On découvre que cette fille est sur Ruoxing. Une cadre de l'entreprise qui a également fréquenté la même université que notre héros. Elle est la seule à lui avoir montré de la gentillesse dans cette entreprise jusqu'à présent. Il rougit en la regardant en douce et, dans son embarras, il remplit maladroitement la tasse de café, se brûlant la main et trempant son pantalon. La fille attrape rapidement des mouchoirs et commence à éponger la tache de café. Elle s'approche suffisamment pour faire rougir encore plus le garçon et, voyant son embarras, elle lui demande pourquoi il est si troublé, soulignant qu'elle n'est que sa supérieure, pas une inconnue. Il avait déjà commencé à imaginer lui tripoter les joues après avoir bandé en voyant ses énormes obus. Mais ses espoirs sont probablement anéantis quand elle l'appelle nonchalamment son petit frère. Soudain, un autre cadre arrogant apparaît et pointe notre héros du doigt, lui ordonnant de prendre une pile de cadeaux et de les distribuer à chaque département. Cette fois, notre héros se défend enfin. Il déclare fermement que ce n'est pas son travail. Naturellement, le cadre se met en colère et argumente qu'il aide simplement notre héros à se familiariser rapidement avec chaque département. La dame décide d'accompagner le garçon dans cette tâche. Mais le cadre arrogant suggère poliment qu'elle n'a pas besoin de faire un travail aussi subalterne et lui assigne une tâche plus importante. Elle se penche plus près de Jo Ming et lui conseille de simplement se conformer à la demande du cadre, promettant qu'ils passeront un bon moment plus tard. Le garçon accepte, mais juste à ce moment-là, le type arrogant claque un lourd sac de cadeaux au visage de notre héros. Ce qui fait que le contenu se répand partout. Une fois de plus, le type arrogant réprimande Jo Ming pour ne pas avoir attrapé le sac. Le pauvre commence à ramasser les cadeaux. Bouillant de colère, une fois que le supérieur Lin Shang s'éloigne, il marmonne qu'il le réduirait en miettes s'il n'avait pas besoin de son salaire. Soudain, son téléphone sonne, affichant une publicité pour un jeu louche promettant un exutoire à sa colère. Et la liberté pour tous les problèmes liés à l'argent. Bien qu'il sache que ça a l'air louche, il appuie sur le bouton de téléchargement. L'instant d'après, une énergie mystérieuse jaillit du téléphone, ouvrant un portail vers un autre monde, et il est sans ménagement expulsé à travers celui-ci tout en se frottant les fesses comme s'il venait de recevoir une fessée avec un bambou. Il se retourne et voit des zombies essayer de franchir une clôture pour l'atteindre. Alors qu'il voit les monstres, il réalise qu'il a dû tomber dans un autre monde. Soudain, une fenêtre système apparaît, déclarant que le système Apocalypse Tycoon est maintenant lié à lui. Où il peut échanger des points en utilisant de l'or ou des cristaux. Il l'avertit également d'un temps de recharge de 12 heures avant de pouvoir retourner une fois de plus dans son propre monde et dans ce monde apocalyptique. Alors qu'il est terrifié par ce changement soudain et ses absurdités de système. La clôture retenant les zombies s'effondre. Les zombies se lancent immédiatement à sa poursuite, incitant le peureux à sprinter pour sauver sa misérable vie alors qu'il appelle frénétiquement à l'aide. Quelqu'un dégoupille soudainement une grenade. Une femme badass fait une entrée spectaculaire en lançant des grenades sur les zombies. Les explosions anéantissent les zombies et elle atterrit gracieusement alors que l'explosion derrière elle envoie les morts vivants voler. Le type la remercie pour son aide, mais la fille hausse les épaules en disant que cela fait juste partie de son travail. Elle le remercie en plaisantant d'avoir crié comme un maniaque, ce qui l'a aidé à localiser où les zombies violaient leur territoire. En signe de gratitude, le type lui offre un gâteau de lune provenant de l'une des boîtes de cadeaux. La dame semble perplexe, ne reconnaissant pas ce que c'est. Quand elle en prend une bouchée, son cerveau devient complètement fou avec la poussée de dopamine. Et elle admet qu'elle n'a jamais rien goûté de tel auparavant. Le type lui dit d'arrêter d'exagérer car ce n'est qu'un fichu gâteau. Mais elle lui donne même une pièce d'or en échange de cette délicatesse qu'elle a eue. Avant de partir, elle lui conseille de vendre les gâteaux de lune à un prix plus élevé sur le marché et ils seront vendus en un clin d'œil là-bas. Zhao Ming lui demande son nom avant qu'elle ne parte et elle se présente comme Lin. Peu de temps après, nous nous retrouvons sur le marché des colonies. Où les marchands se démènent déjà pour vendre leurs affaires, vantant à quel point leurs trucs sont incroyables. Pendant ce temps, notre type ignorant est également assis là avec son propre petit étal, montrant fièrement ses gâteaux de lune avec une croûte fine et croustillante et de délicieuses garnitures qui, il le jure,
ne vous décevront pas. Une foule commence à se rassembler. Alors que la rumeur des gâteaux de lune se répand. Un type se souvient que son grand-père mentionnait ses douceurs et une fille se demande à voix haute si ces délices existent vraiment dans ce monde post-apocalyptique chaotique. Quand la foule demande le prix, Jo-Ming rayonne d'un sourire et dit. Il les vend pour seulement 1 gramme d'or par gâteau. Un type devient arrogant en disant que les produits de Jo-Ming sont plus chers qu'un MacBook de 8 gigaoctets. Mais Jo-Ming, utilisant ses talents de vendeur, argumente que dans ce monde incertain, les gens doivent profiter des friandises tant qu'ils le peuvent et s'ils ratent cette occasion, ils pourraient ne pas en avoir une autre. Un type dans la foule est d'accord avec notre héros et achète un gâteau de lune. Les spectateurs commencent à bavarder, suggérant que l'acheteur doit être riche, probablement un mercenaire. Quand le mercenaire dévore le gâteau de lune, c'est comme un feu d'artifice de saveur dans sa bouche, une extase totale, il est tellement accro au goût qu'il offre 100 grammes d'or pour plus de gâteaux. Après avoir vu ce mercenaire, de plus en plus de gens font la queue pour jeter leur butin juste pour goûter à cette délicatesse. Une fois que tout le monde a pris une bouchée, leurs réactions sont un pur bonheur. Comme s'ils venaient de goûter à un morceau de paradis. Alors que la nuit tombe, Jo-Ming a rempli une bourse entière d'or après avoir vendu 600 grammes de gâteaux de lune. Ce qui est une victoire absolue pour l'ancien esclave d'entreprise qui avait subi du harcèlement. Soudain, une silhouette louche apparaît avec une dague, la pressant contre le dos de notre garçon, exigeant qu'il remette tout ce qu'il a gagné ou qu'il affronte la mort. Le visage de Jo-Ming pâlit en entendant cela car il ne veut pas donner son argent durement gagné. Le voleur s'impatiente et décide de tuer Jo-Ming tout de suite pour le butin. Mais juste au moment où le couteau est sur le point de frapper, le temps de recharge de 12 heures pour la téléportation dans le système expire et notre héros ordonne immédiatement au système de le téléporter. Avant que le voleur ne puisse frapper, mon gars disparaît dans les airs. Laissant l'idiot déconcerté de voir comment un grand type pouvait simplement disparaître comme ça, le portail s'ouvre directement dans sa chambre et le garçon pousse un soupir de soulagement. Sachant qu'il a échappé de justesse à la mort grâce à la fin du temps de recharge. En voyant tout cet or, il devient fou de joie. Prévoyant de prendre des gâteaux de lune et de retourner dans le monde apocalyptique pour vendre ses marchandises une fois le temps de recharge réinitialisé. Le lendemain, il arrive au bureau et la routine habituelle des réprimandes de ses supérieurs commence. Mais cette fois, au lieu de se laisser faire, mon gars se lève comme un homme et indique clairement qu'il n'est le punching ball de personne. Pour évacuer leur frustration, puis un autre chauve essaie de le commander en lui demandant du café. Encore une fois, mon gars refuse catégoriquement en lui disant d'aller se faire foutre. Le chauve brillant se tourne vers le blond en demandant pourquoi Jo-Ming n'obéit pas à leurs ordres, bien que le blond soit un directeur. Blondie appelle alors notre héros pour affirmer sa domination. Mais mon gars se fiche de ce que ce type derrière lui a à dire, témoin de sa nouvelle audace, la dame avec sa grosse poitrine arrive et demande à Jo-Ming. D'où vient soudainement toute cette confiance? Tout en rougissant, Jo-Ming lui rappelle que c'est elle qui lui a appris à se défendre. Contre ceux qui le malmènent. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai, sa confiance découle principalement de l'argent qu'il a amassé la nuit dernière. Eh bien, on dit que l'argent donne du courage à un homme et notre héros ne fait pas exception. Il regarde sa montre et réalise qu'il est presque temps pour une autre téléportation. Peu de temps après, il se retrouve dans le monde apocalyptique, cette fois il a apporté du bœuf en conserve et est convaincu que cela lui rapportera beaucoup d'argent. Mais il semble que ses clients potentiels, aussi stupides soient-ils, ne sont pas susceptibles de payer un centime. Il s'enfuit pour esquiver ses piques-assiettes, mais il se rend vite compte qu'il porte trop de choses pour s'échapper indemne. Pour sauver sa peau, il attrape un tas de boîtes de conserve. Et les jette vers les zombies qui se ruent immédiatement sur la délicieuse viande au sol. Il se cache derrière un rocher géant, mais les monstres ne sont pas satisfaits et semblent en vouloir plus. Au lieu de fuir, il décide de les affronter. Il ouvre son système à la recherche de compétences. Ou d'objets pour combattre ces créatures. Heureusement, il échange 100 points contre une compétence appelée frappe du cimetière. Il commence immédiatement à donner des coups de pied aux zombies avec ses jambes nues, prenant une position forte. Et les défiant de venir à lui, après avoir défoncé ces créatures, il s'arrête finalement et glousse. Émerveillé de voir à quel point ce système est ridiculement chéaté, lui donnant assez de puissance pour éliminer ces bestioles d'un seul coup, soudain une voiture klaxonne. Et quelqu'un crie des louanges à notre héros pour ses excellentes compétences. Ces types s'avèrent être des mercenaires qui étaient en route pour aider Jo-Ming après l'avoir vu paniquer. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils battent les zombies si efficacement.
l'un d'eux demande l'identité de notre héros et se présente comme membre des chasseurs de cadavres. Plus de zombies se précipitent sur eux, alors il crie à notre héros de monter dans la voiture et il démarre en trombe. Le type tend une arme à Zhou Ming en l'avertissant de ne pas gaspiller de balles car elles sont précieuses, mais Zhou Ming n'a même jamais vu une vraie arme auparavant. Il est stupéfait de voir ce chasseur expérimenter abattre des zombies avec une telle précision. Il se dit qu'il ferait mieux d'apprendre vite s'il veut survivre dans ce monde de fous. Le chauffeur dit à Zhou Ming de commencer à tirer tout de suite, que c'est comme ça qu'il faut vivre, comme un homme. Mais notre gars, habitué à être le punching ball de l'entreprise, se sent un peu mal à l'aise. Il vérifie son système et découvre qu'il peut obtenir des compétences de base en maniement d'armes pour 100 points. Alors il commence à dézinguer ses zombies pour se défouler et apprendre sur le tas. Pendant qu'ils sont occupés à éliminer des zombies à coups de balles, un zombie en particulier fonce droit sur eux. Zhou Ming est choqué de voir ce mort-vivant. Sprintant vers eux, le chasseur de cadavres explique que c'est un zombie de seconde classe, plus rapide et plus résistant que les habituels. Donc ils doivent faire attention. Zhou Ming a failli s'étouffer quand il a vu le zombie se jeter sur eux et terrasser le chasseur de cadavres. Avant que le pauvre type ne meure étouffé, Zhou Ming intervient. Il assène un coup de genou au zombie et enfonce le canon du pistolet dans sa bouche, lui faisant exploser le cerveau avec une rafale de balles. Le chasseur de cadavres félicite notre héros pour son courage et sa force. Impressionné par la façon dont il a abattu un zombie de seconde classe comme si de rien n'était, Zhao Ming lui rend son sourire, reconnaissant qu'il lui a sauvé la vie et qu'il ne voulait pas qu'il meure non plus. Le type à capuche s'accroupit pour inspecter le zombie et trouve un cristal, ce qui surprend tout le monde. Apparemment, ces cristaux formés par les zombies sont classés de 1 à 9, et celui-ci est un noyau de zombies de seconde classe. Le chasseur offre immédiatement le cristal à Zhou Ming, insistant que c'est un remboursement pour lui avoir sauvé la vie. Zhou Ming, pensant toujours comme un ancien esclave d'entreprise, hésite à accepter un objet aussi cher. Mais le soldat insiste joyeusement sur le fait que Zhou Ming le mérite pour avoir sauvé la vie de son frère. Il lui montre également des cristaux de première classe qui ne sont pas aussi précieux, mais devraient rapporter assez pour acheter des munitions et de la nourriture au moins. À ce stade, Zhou Ming commence à envisager de devenir un chasseur, même si c'est risqué, l'argent dans ce business est dingue. Le chasseur invite avec enthousiasme Zhou Ming à rejoindre leur équipe. Mais il répond poliment qu'il a besoin d'y réfléchir. Le type à capuche lui assure que c'est juste l'habitude de leur capitaine d'inviter des gens prometteurs comme lui. Ils foncent vers leur camp militaire en voiture. Zhou Ming se détend à l'arrière en regardant le cristal qu'il a obtenu. À ce moment précis, une fenêtre système apparaît, l'identifiant comme un noyau de zombie de seconde classe et lui demandant s'il veut le transformer en points. Sans hésitation, il dit oui et pouf, le cristal disparaît. Et il obtient 100 points en échange. Ravi, Zhou Ming se dit que ce cristal doit valoir genre 100 grammes d'or pour lui rapporter autant de points. On dirait qu'il vient de décrocher le jackpot. Le système l'informe ensuite qu'il semble transporter beaucoup de bagages et lui demande s'il souhaite acheter de l'espace de stockage. Cela coûte 100 points pour 1 mètre cube. Sans hésitation, il achète le stockage pour alléger le fardeau des boîtes de conserve qui pèsent sur ses épaules maigres. Après un peu de route, ils atteignent le camp de réfugiés. Ils se dirigeront bientôt vers la zone centrale, alors le chauffeur dit à tout le monde d'attacher sa ceinture. Sur la route, ils croisent des civils qui mendient de la nourriture, prêts à tout pour une simple pomme de terre. Quand ils arrivent à la base, les soldats ouvrent la porte de la base, le capitaine chasseur de cadavres montre immédiatement sa carte d'identité à la porte. Un soldat enthousiaste demande au capitaine combien il a gagné aujourd'hui. Le capitaine dit fièrement qu'ils ont gagné assez pour acheter de la nourriture, pointant du doigt notre héros. Comme le butin principal qu'ils ont déniché lors de leur chasse et dit aux soldats de donner à notre garçon un laissez-passer pour entrer dans la base. Une fois qu'ils entrent à l'intérieur de la zone de sécurité, la zone centrale. Notre héros reçoit sa carte d'identité pour cet endroit et le capitaine a décidé de prendre un congé car il a d'autres affaires à régler. Ils se font un dernier signe de la main et mon gars invoque immédiatement sa boîte de bœuf. Il a absolument hâte de gagner environ 37 millions de dollars avec seulement 20 dollars d'investissement. Un peu plus tard, nous nous retrouvons au marché où tout le monde vend ses biens. Notre héros est stupéfait de voir des objets du quotidien de son monde traités comme des produits de luxe à des prix élevés. Soudain, il est surpris par quelqu'un qui ressemble à un autre chasseur de cadavres,
des muscles massifs intimidant notre héros alors qu'il lui demande s'il peut voir son arme. Jo-Ming commence délibérément à parler fort pour attirer l'attention, accusant le type musclé de tentative de crime en plein jour et criant à l'aide. Le gorille le rassure rapidement en lui disant qu'il est juste là pour vendre des armes et lui montre tout son étal dédié aux armes à feu. Voyant notre héros avec des chasseurs de primes, il s'est dit qu'il pourrait avoir besoin d'armes solides aussi. Xiaomi est assez surpris de voir quelqu'un vendre ouvertement des armes. Le marchand explique rapidement que dans ce monde foutu, les gens ont besoin d'armes pour se protéger. Il se vante que ces armes sont de premier ordre et offre à Jo-Ming une réduction de 20% en exigeant 5 cristaux de niveau 2 en retour. Mais Jo-Ming admet honnêtement qu'il n'a pas un seul sou à donner. En entendant cela, le marchand est dégoûté et dit à ce clochard de dégager de sa vue. C'est alors que Jo-Ming sort son atout. Il dit au marchand de mieux traiter ses clients et sort une boîte de conserve de bœuf, affirmant qu'elle vaut plus que n'importe quel cristal de luxe. Le marchand est décontenancé et admet que la nourriture en conserve est plus précieuse que tout ce qui se trouve ici. Jo-Ming devient arrogant et laisse le marchand jeter un coup d'œil à la nourriture. Il ouvre la boîte et, dès que le marchand pose les yeux dessus, il commence à baver devant ce délicieux repas. Il accepte d'échanger n'importe quelle arme contre 5 boîtes. Jo-Ming serre immédiatement la main du marchand et choisit une arme. Il demande où il peut trouver des balles pour cette beauté. Le marchand lui donne l'emplacement précis d'un magasin de munitions. Quand Jo-Ming arrive au magasin, il voit d'autres personnes faire des achats et fait la queue pour demander des munitions pour son arme. La dame derrière le comptoir l'informe que c'est 10 grammes d'or par boîte, avec une boîte gratuite s'il en achète 10. Notre héros est choqué de voir à quel point c'est ridiculement cher. La dame ne se retient pas et commence à le dénigrer. Elle le traite de pauvre type qui ne peut même pas réunir de l'argent pour quelque chose qui pourrait lui sauver la vie. Si j'étais à la place de cet idiot, j'aurais tripoté ses atouts pour l'avoir mal parlé. Quoi qu'il en soit, Jo-Ming sort une barre d'or et demande si cela suffirait à couvrir suffisamment de munitions pour ce pauvre type. Les dames sourient tout en voyant cette grosse barre d'or et lui offrent rapidement un tas de boîtes de munitions. Puis elle sort sa carte de visite de son décolleté et lui dit de la contacter pour tous ses besoins en munitions. Le pauvre idiot prend immédiatement sa carte. Et alors qu'il sort de son stand, il décide de rentrer chez lui. Une fois arrivé, il étale tout le butin qu'il a amassé dans ce monde apocalyptique, sans la moindre idée de quoi en faire. On frappe à la porte, le forçant à se précipiter pour tout cacher. Il ne veut pas avoir l'air d'un terroriste. Il s'avère que c'est sa collègue Suro King à la porte. Il rassemble précipitamment les affaires et lui dit d'attendre dehors pendant qu'il les cache. Après avoir tout fourré sous son lit, il ouvre la porte. Il est surpris de la voir et lui demande pourquoi elle est là. Elle mentionne avec désinvolture qu'elle a fait trop de nourriture et qu'elle est venue partager. D'un ton taquin, elle lui demande pourquoi il l'a fait attendre dehors si longtemps. Il admet honnêtement qu'il était juste en train de nettoyer un désordre. Le garçon place la boîte de nourriture dans le réfrigérateur tout en ne pouvant s'empêcher de l'admirer, se demandant si elle pourrait être sa future femme. Il commence à imaginer des scénarios où il rentre tard du travail et la trouve dans sa nuisette, prête pour un moment intime. Revenant à la réalité, la fille souligne que puisque cette pièce appartient à un vierge, il doit y avoir beaucoup de choses cachées. Le garçon rougit et lui assure qu'il est innocent. Et qu'il n'y a rien là-bas, mais soyons réalistes, les affaires qu'il a cachées sous son lit sont bien plus effrayantes que de simples magazines porno. Soudain, la dame remarque quelque chose de brillant sur le sol et le garçon sursaute presque de choc en le voyant. Il se jette impulsivement sur elle comme un total pervers, manquant de tomber sur elle, mais se rétracte rapidement et s'excuse, admettant que sa beauté a juste détourné son cerveau. Étonnamment, elle semble d'accord avec son audace, laissant même entendre qu'elle n'aurait pas été contre s'il avait continué. Elle part en le taquinant qu'il est normal pour un jeune homme de s'exciter après l'avoir vu. Le garçon est convaincu qu'elle le méprisera pour ses mouvements maladroits. Mais alors qu'elle sort, elle avoue que cela la rend heureuse qu'il l'aime. Laissé seul, le garçon vierge est complètement décontenancé de penser qu'elle pourrait réellement l'aimer en retour. Il se gifle le visage, décidant de mettre ses pensées de côté. Parce qu'il a des affaires plus urgentes à régler. Il sort pour trouver plus de nourriture pour son retour dans le monde apocalyptique et aperçoit un type qui vend des pommes de terre excédentaires à un prix avantageux. Son esprit vif décide que les pommes de terre sont plus sûres que les conserves de luxe. Qui pourrait attirer des ennuis dans ce monde chaotique?
S'approchant du vieil homme, il s'enquiert du prix. Et le vieil homme offre une réduction de 20% car elles sont invendues. Le garçon accepte de les prendre toutes et demande si elles peuvent être livrées chez lui. Bien qu'il doute que le vieil homme puisse réussir à tirer la charrette jusqu'à chez lui, ou du moins c'est ce que pensait notre idiot. Le vieil homme déchire soudainement sa chemise, révélant un physique musclé et déchiré qui laisse le garçon légèrement troublé. Avec la montagne de pommes de terre maintenant empilée dans sa maison, il est dépassé et commence à regretter de ne pas avoir fait le calcul. Ensuite, nous retrouvons Zhou Ming errant dans le marché avec ses pommes de terre, se demandant quoi acheter avec. Il se dirige vers un atelier de forgeron où le forgeron lui fait signe de venir voir ses armes faites à la main pour combattre les zombies. Curieux, le garçon demande pourquoi quelqu'un utiliserait des armes malaises traditionnelles alors qu'il existe des armes de haute technologie disponibles. Le vieil homme explique que si les armes à feu sont efficaces, elles sont bruyantes, attirent les zombies et nécessitent un entretien fréquent. Et peuvent devenir inutiles si quelque chose tourne mal. Les meilleurs chasseurs de zombies s'appuient souvent sur des méthodes éprouvées. Le garçon hoche la tête en signe de compréhension, impressionné qu'il existe d'autres façons de se protéger lorsqu'il est à court de munitions. Le garçon demande ensuite à combien il vend ses armes. Ce à quoi le forgeron répond qu'il n'accepte que de la nourriture comme moyen de paiement et qu'il n'accepte que de la bonne nourriture. Le garçon commence à se sentir un peu déprimé, pensant que le forgeron ne serait pas intéressé par quelque chose d'aussi ordinaire que des pommes de terre. Mais à sa grande surprise, le forgeron s'énerve, les yeux brillants à la vue des belles pommes de terre avec leur peau dorée et leur odeur incroyable. Le vieil homme ne perd pas de temps et accepte d'échanger son meilleur couteau contre les pommes de terre. Il montre à Zhou Ming le zombie slicé. Une épée incrustée de cristaux qui inflige des dégâts considérables aux zombies. C'est son bien le plus précieux. Notre pote, complètement à l'ouest, se demande vraiment si une épée aussi fine ne va pas casser. Après quelques utilisations, le forgeron lui assure que l'épée absorbe les cristaux des corps de zombies et que plus elle absorbe de cristaux, plus elle devient forte. En entendant ça, le garçon est ravi. Qui aurait cru qu'un sac de pommes de terre pouvait lui rapporter quelque chose d'aussi précieux? Zhou Ming vérifie ses stats et décide de dépenser 100 points pour acquérir la maîtrise élémentaire de l'épée. Se sentant plus confiant, il quitte le marché animé et se dirige vers la périphérie boisée. Dès que des zombies s'approchent de lui, il sort rapidement son zombie slicé nouvellement acquis. Avec un grand sourire narquois, il balance l'épée, tranchant les coups des zombies aussi facilement que des concombres pour une salade. L'épée se déplace avec précision et grâce. Sa surface reste lisse et froide, même lorsque le sang glisse dessus, la laissant aussi immaculée que si elle n'avait jamais été utilisée. Zhou Ming est impressionné par l'efficacité et la durabilité de l'épée, ressentant une montée d'excitation en sachant qu'il est bien équipé pour faire face aux défis de ce monde dangereux. Il ramasse rapidement le cristal du monstre qu'il a vaincu. Soudain, il entend un coup de feu et aperçoit une femme qui dézingue des zombies non loin de là. Elle semble agacée que ces zombies de niveau 1 ne lâchent pas assez de butin pour qu'elle puisse se réapprovisionner en munitions. Lorsqu'un zombie de niveau 2 se précipite sur elle, elle vise avec empressement, espérant un meilleur butin de cet ennemi plus coriace. Malgré le fait qu'elle ait vidé un chargeur entier sur lui, le zombie à la longue langue reste insensible au déluge de balles. Elle cherche un autre chargeur caché dans son décolleté. Mais le monstre se déplace si vite qu'il lui attrape la main avant qu'elle ne puisse recharger son arme. Son chargeur tombe au sol et elle lutte pour libérer sa main de l'emprise du zombie. Peu après, le zombie la saisit entièrement avec sa langue. Et commence à la baver de partout. La fille est dégoûtée par la langue gluante qui frotte contre sa poitrine. Bien que je sois presque sûr qu'elle pourrait secrètement apprécier ça, qui sait? C'est alors que notre héros intervient, l'épée à la main, et tranche la langue du monstre d'un seul coup. Le monstre hurle d'agonie alors que notre héros se prépare à un autre coup pour l'achever une bonne fois pour toutes. Mais le monstre régénère rapidement sa langue. Attrape l'épée de Zhou Ming et la jette au loin comme un enfant en bas âge qui perd son bonbon préféré. Même le monstre trouve ça hilarant de voir la réaction de notre héros à la perte de son épée. Mais le moment de plaisir du monstre est de courte durée lorsqu'il encaisse des balles directes qui transpercent son corps. Et le soldat à la gâchette facile derrière les tire et bien sur notre héros. Une fois le monstre à terre, il ramasse rapidement le cristal. Mais ensuite, il se souvient de la fille et se précipite vers elle. Il commence à l'appeler, lui demandant si elle va bien. Il est clair qu'elle est loin d'aller bien car le poison sur son corps est corrosif et nécessite un traitement immédiat.
Le garçon trouve immédiatement une rivière, la lave et couvre son corps nu avec sa veste. Lorsque la dame se réveille et réalise qu'elle est sans vêtements, elle est complètement embarrassée et choquée. Ignorant comment elle a fini comme ça, voir notre héros sans son t-shirt la rend encore plus folle et elle jette une pierre directement au visage de Jo Min-ig. Mais mon gars attrape la pierre et la rassure en lui disant qu'il ne lui a rien fait et explique que son corps était couvert de poison provenant du zombie de niveau 2. Et s'il ne l'avait pas aidé à le laver, elle serait peut-être morte maintenant. La fille est encore plus embarrassée. Quand elle réalise que ce type a touché tout son corps pendant le processus, il essaie de l'assurer qu'il ne l'a touché qu'à partir de la taille. Mais elle ne se sent toujours pas mieux à ce sujet. Pour détendre l'atmosphère, le garçon sort de délicieuses pommes de terre et lui dit qu'elle peut les avoir en compensation. La dame est surprise, mais se jette directement sur ses pommes de terre, savourant chaque bouchée. Même si elle grignote une pomme de terre crue, tout va bien. Ensuite, le garçon suggère d'ajouter de la sauce Laogan Ma pour plus de saveur. La dame souligne que ce truc n'existe pas ici et qu'elle a toujours voulu l'essayer, mais que c'est ridiculement cher en ce moment. Elle étale avidement la sauce sur les pommes de terre et prend des bouchées. Trouvant ça délicieux à chaque bouchée. On dirait que les mecs ont trouvé un nouveau boulot d'appoint, vendre des épices pour se faire plus de fric. La fille intervient et demande à notre héros s'il lui vendrait le reste de cette sauce Laogan Ma. Le garçon est un peu surpris au début, mais il lui tend toute la bouteille en disant qu'il serait heureux de la vendre. La dame est abasourdie de recevoir toute la bouteille gratuitement. Elle commence à se méfier car l'un de ses bébés pourrait facilement rapporter 10 pièces d'or au marché. Pourtant, ce type est juste en train de le donner. Cela la rend curieuse de savoir qui est vraiment ce type. Ensuite, le garçon demande si elle voudrait plus de ce bon truc à l'avenir. La fille hoche la tête avec empressement en disant qu'elle adorerait, mais que son portefeuille n'est pas vraiment rempli d'argent en ce moment. Le garçon a alors lâché qu'elle pouvait simplement échanger d'autres choses, comme son corps. La fille rougit et le repousse, se mettant sur la défensive en disant qu'elle ne se vend pas pour de la nourriture et de l'argent. Le garçon clarifie rapidement qu'il ne voulait pas dire ça de cette façon, expliquant qu'il veut l'embaucher. Il promet qu'elle travaillera pour lui et qu'en retour, il la nourrira et lui fournira tout l'équipement dont elle a besoin pour survivre. La dame recommence à l'étrangler, exigeant de savoir pourquoi il n'en a pas parlé plus tôt. Puis elle accepte ses conditions, mais insiste pour ne travailler que pour lui désormais. Et ne fera rien d'autre qu'il pourrait imaginer sous ses ordres. Le type se met immédiatement à rêvasser sauvagement, l'imaginant en costume de bunny. Et la fille lui dit de la considérer comme un zombie et l'encourage à lui tirer dessus avec son arme. Quelle que soit l'arme, vous voyez l'idée. En le voyant baver, la fille commence à l'étrangler pour plaisanter et il s'excuse rapidement pour ses imaginations tordues. Il passe aux choses sérieuses et Jo Min-ig révèle qu'il y a surtout des zombies de bas niveau près du palais du marché. La fille explique qu'il existe en réalité 9 niveaux de zombies. Et il y a une recrudescence de zombies de niveau 3 dans la zone. Le garçon a l'air confus et demande comment il peut y avoir 9 types alors qu'il a entendu dire qu'il n'y en avait que 8 niveaux. La dame précise que le 9e niveau est considéré comme spécial car ces zombies peuvent varier considérablement en force. Allant de faible comme un niveau 1 à assez fort pour contrôler les zombies de niveau 8. Alors que notre héros marche, il sent un type qui pue la mort, le faisant presque vomir. La dame souligne que l'eau est difficile à trouver, il est donc normal que les gens ne se douchent pas pendant des semaines. Voire 2. Le garçon la taquine alors en lui demandant si elle ne s'est pas douchée depuis une semaine ou 2 aussi. La dame rougit et nie rapidement, insistant sur le fait qu'elle va fréquemment à la rivière pour se nettoyer. Soudain, une fille à lunettes apparaît, appelant la tête orange par son nom, Xunyo. La tête blanche demande avec charme pourquoi elle est en retard. Xunyo se précipite vers son ami, lui demandant si le famélique Wolfgang n'est pas venu les piller aujourd'hui. Ce à quoi la fille aux cheveux blancs répond qu'ils n'ont plus rien de valeur ici de toute façon. Soudain, la fille à lunettes a l'air étourdie, manque de s'évanouir et s'effondre brusquement. Notre héros se précipite pour la rattraper, lui demandant si elle va bien et elle dit juste qu'elle a faim. En entendant cela, le garçon sort la pomme de terre et la fille à lunettes se redresse à la vue de cette délicatesse alors qu'elle se jette sur la pomme de terre. Notre héros lui demande qui elle est. Xunyo explique alors que c'est sa voisine. C'est amusant de voir comment tout le monde ici semble grignoter des pommes de terre crues. La fille se présente comme Wenwen. Wenwen la programmeuse et pour certains d'entre nous, elle est aussi une waifu potentielle. Quoi qu'il en soit,
Juno révèle qu'il n'y a plus d'Internet qui fonctionne dans ce monde, rendant toutes ses compétences en programmation inutiles ici. En entendant cela, Wenwen sent un frisson lui parcourir l'échine et acquiesce, disant que peu importe la qualité de ses compétences, elle ne vaudrait probablement même pas une seule peau de pomme de terre ici. Mais Jo-Ming l'encourage à continuer à programmer parce qu'il est intéressé et pourrait même acheter son travail. Il promet de la dédommager pour ses efforts. Dans son esprit, il nous explique que cette époque est technologiquement plus avancée que la sienne. Il est donc convaincu qu'il y a des gens talentueux ici qui peuvent l'aider à construire une autre entreprise. La fille nous montre ensuite sa clé USB, disant qu'elle contient toutes les données qu'elle a collectées au fil des ans pour son programme Encyclopédie de la fin du monde. Elle comprend des détails sur les monstres, les problèmes de géographie, les ressources et peut même effectuer des analyses de données. Le type est choqué d'entendre parler d'autant d'utilité dans une clé USB. Mais ensuite, la fille soupire et admet que ce n'est qu'un produit semi-fini. Elle a besoin de plus de temps et de main-d'œuvre pour terminer la version complète, ce qui semble impossible sans aide. Elle est d'accord avec son ami que ses efforts pourraient être vains et envisage de devenir une chasseuse de cadavres. Cependant, le garçon lui promet de la nourriture et de la sécurité tant qu'elle peut trouver quelqu'un pour l'aider avec le projet et le terminer à temps. La fille s'excite et accepte immédiatement, disant qu'elle connaît des programmeurs. Tant que notre garçon fournit de la nourriture, tous les résultats de la recherche lui appartiendront. Après avoir conclu l'accord, ils commencent à devenir copains-copains, laissant Xunu au bout des mignonnements sur le côté, se sentant jalouse. Elle murmure qu'avec toute cette nourriture, elle pourrait facilement recruter de l'aide auprès d'un clan de chasseurs. En entendant cela, le garçon se tourne vers elle avec empressement et dit que c'est exactement ce qu'il pense. S'ils peuvent rassembler suffisamment de personnes, tout le monde aura de la nourriture, un équipement complet et il promet de faire d'elle la chef. Cette chercheuse d'or se redresse à l'offre juteuse, sa jalousie frustrée se transformant en un sourire heureux. Elle se jette sur notre héros, le serrant si fort que ses seins s'écrasent contre sa poitrine. Puis elle s'en va, promettant de revenir bientôt avec une équipe. Presque une demi-heure plus tard, elle revient avec un groupe de personnes. Jo-Ming ne semble pas entièrement satisfait du petit groupe, mais la fille bombe le torse fièrement, ce qu'elle ne devrait probablement pas faire en tant que fille. Et déclare qu'ils sont tous très compétents. Avec une alimentation appropriée, ils ne feront que s'améliorer. Le garçon se présente comme quelqu'un qui vient d'un endroit lointain qui ne ment jamais. Il explique que si tout le monde l'aide, ils seront nourris et plus ils travailleront, plus ils auront de nourriture. Simple comme bonjour. Pendant ce temps, en arrière-plan, deux personnes chuchotent l'une à l'autre, complotant de prendre la nourriture et de s'enfuir à la première occasion, pour éviter les attaques de zombies. Juste à ce moment-là, une balle siffle à côté de leur tête, frappant un tronc d'arbre derrière eux. Notre héros fait comprendre clairement à ces personnes terrifiées qu'il ne tolérera aucun plan louche. Pendant ce temps, les autres sont ravis de voir les pommes de terre. Pensant que leur période de famine est enfin terminée, le garçon décide ensuite d'acheter du matériel. Peu après, nous tombons sur un couple de zombies amoureux dans les bois, qui sont rapidement anéantis par les balles des membres du groupe de notre héros. Le garçon les gronde pour avoir gaspillé des balles, les exhortant à viser la tête la prochaine fois. Soudain, un type cochon agacé émerge des bois, demandant avec arrogance qui ose tirer sur le territoire de leur clan de loups affamés, reconnaissant la rousse. Il se met encore plus en colère, la sommant de fuir ou de mourir. La dame se contente de sourire et ses disciples pointent rapidement leurs gros canons sur le type cochon. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres ennemis rejoignent la scène, traitant notre héros de stupide et exigeant qu'il leur remette ses armes s'il tient à la vie, mais notre gars a de la répartie. Il fait remarquer qu'il est impoli de pointer des armes en parlant et, sur ces mots, il dégaine son épée et tranche la main du type arrogant, faisant couler le sang alors qu'il se tord de douleur au sol. Jo-Ming a l'air d'un vrai fou avec son épée. Et ses laquais derrière lui ressemblent à des bêtes sauvages prêtes à obéir. Le type avec la main coupée avertit que notre héros a cherché Noise au Wolfgang affamé, se vantant que leur chef est assez fort pour éliminer des zombies mutants et qu'il va écraser tout le monde ici. Les poules mouillées décident de fuir pour faire leur rapport à leur chef. Mais mon gars dit au type arrogant d'attendre. Le type autrefois arrogant tremble aux paroles de notre héros et Jo-Ming fait craquer ses doigts avec impatience. Après les avoir tabassés, il les dépouille de tout, même de leurs vêtements. Le garçon leur dit de déguerpir et les avertit de ne plus jamais s'en prendre aux faibles,
sinon ils se feront à nouveau tabasser. Ensuite, nous sommes au quartier général du clan des loups affamés. Le même laquais rapporte à son chef qu'un type a non seulement pénétré par effraction, mais a aussi gravement insulté le clan en traitant le chef et tout le clan de bande de losers. En entendant cela, le chef se lève, tout en colère, promettant de se venger de notre héros pour avoir insulté le clan, mais il se retourne ensuite contre le laquais, le traitant d'inutile pour être revenu nu et effrayé. Eh bien, vous pouvez deviner ce qui se passe ensuite. Le pauvre laquais trouve sa faim par la main de son propre chef. De retour avec notre groupe, ils font une fête de la bière. Et Zhou Ming est ravi qu'ils aient amassé autant de butin grâce au travail acharné de chacun. Il leur dit de manger et de s'amuser. Tout le monde applaudit et lève son verre pour trinquer. Pendant ce temps, les deux types décident d'arrêter là pour ce soir, car il est tard. Le lendemain matin arrive et notre garçon se réveille en se sentant épuisé. Ses mains lui font mal à cause de la fatigue et il réalise qu'il a trop bu la nuit dernière. Il n'est pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé. Soudain, il remarque la main de quelqu'un posée sur son corps. Quand il se tourne pour regarder, il voit la dame dormir juste à côté de lui. Elle se réveille en mentionnant qu'elle n'a pas autant bu depuis des lustres. En la voyant là sans son haut, le type commence à rougir complètement. Quand la dame le remarque, elle devient anxieuse et commence immédiatement à l'étrangler, exigeant de savoir ce qu'il a fait la nuit dernière. Le pauvre gars souligne qu'il ne se souvient pas non plus parce qu'il était également ivre. À ce moment-là, la programmeuse apparaît dans la tente avec l'agréable nouvelle qu'elle a terminé ses recherches. Quand ils voient tous les deux la dame, ils se figent, embarrassés. La fille aux cheveux blancs se demande si elle est arrivée au mauvais moment, mais les deux gars l'assurent frénétiquement qu'ils ne faisaient absolument rien de tel. La fille à lunettes sourit en disant qu'elle sait déjà qu'ils étaient tellement ivres la nuit dernière qu'elle les a juste mis ensemble. Shuno leur demande pourquoi elle était allongée nue là. Ce à quoi Wenwen explique qu'il vomissait tellement qu'elle a dû les déshabiller. Shuno pince en jouant la joue de Wenwen, la taquinant pour ne même pas avoir mis son soutien-gorge. Néanmoins, Wenwen se redresse avec bonheur et présente la clé USB contenant tout. Elle leur assure que même un idiot pourrait utiliser cette chose. Le garçon est un peu effrayé par son commentaire et lui demande si elle insinue qu'il est un idiot, lui faisant savoir qu'il comprend aussi la programmation. De retour au bureau dans le monde original, nous voyons notre héros agacé par cette patronne blonde qui lui aboie encore des ordres, accumulant du travail et le menaçant de réduction de salaire s'il ne respecte pas les délais. Soudain, Miss Boba de l'année se présente et jette ses melons juste au-dessus de la tête de l'idiot. Elle propose de donner un coup de main à notre héros si la charge de travail devient trop lourde. Le garçon rougit après avoir senti ses melons et insiste sur le fait qu'il peut s'en sortir tout seul. Il sort fièrement la clé USB et lorsqu'il l'utilise, un tas d'absurdités numériques commence à apparaître. Notre héros comprend qu'il peut utiliser ce programme pour pirater les ordinateurs d'autres personnes. En jetant un coup d'œil, il surprend Baldy McSheen en train de regarder des vidéos assez épicées. Il repère également sa patronne blonde en train de travailler avec des entreprises rivales. Se sentant audacieux, il décide de révéler tous les secrets de ce personnage louche. Près de 2 heures plus tard, la patronne blonde entre à nouveau en demandant où ils en sont. Les pauvres stagiaires sont complètement épuisés, se plaignant d'être surmenés et sous-payés. C'est alors que notre héros entre en scène et dénonce la patronne blonde pour collaboration avec leur entreprise rivale. Il révèle les preuves de manière spectaculaire en faisant exploser tous les documents à la vue de tous. Dès qu'ils aperçoivent les papiers, les stagiaires sont furieux, ils réalisent que la blonde les faisait développer des projets personnels tirés de leur entreprise rivale. Mais le blond reste arrogant, rappelant à tout le monde qu'ils ne sont qu'une bande de stagiaires minables qui ne peuvent rien faire contre lui. C'est alors que le directeur entre et demande au blond ce qu'il disait. Le blond arrogant se transforme en chat effrayé et désespéré, essayant d'expliquer que ce n'est pas ce que ça semble être, mais le directeur n'en démord pas et dit au stagiaire qu'il s'occupera de l'affaire personnellement. Notre héros précise tout de même qu'il ne travaillera plus pour cette entreprise car il y a trop de taupes. Il dit au revoir au directeur et les autres le rejoignent. Réalisant qu'il ne sert à rien de rester dans une entreprise où ils sont exploités jusqu'à l'os pour des clopinettes. L'instant d'après, tout le bureau est vide, avec juste le son subtil du vent. Le directeur blâme le blond pour tout ce gâchis et lui dit qu'il est viré sur le champ. Une fois dehors, notre héros s'excuse, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que tout le monde quitte le navire avec lui. Ils expliquent qu'ils en avaient déjà marre de ce crétin de blond. Et de ses manigances,
mais maintenant il s'inquiète de trouver de nouveaux emplois et de survivre jusque-là. Le garçon les rassure, il a des économies et pense même à créer sa propre entreprise. Il leur demande leurs coordonnées, promettant que s'ils ont besoin d'aide, ils auront toujours une place avec lui. Les anciens stagiaires sont ravis d'entendre ça. Le lendemain se lève et nous revoilà dans le monde post-apocalyptique. Notre héros, fatigué de vendre et de revendre des trucs, décide qu'il est temps de créer sa propre entreprise. Soudain, ses deux camarades se précipitent avec de mauvaises nouvelles. Xunyo est en danger. Ils expliquent qu'après avoir offensé le clan des loups affamés la dernière fois, des bandits les ont attaqués pendant que Xunyo était sorti acheter des provisions. Pour protéger tout le monde, Juno les a conduits dans la forêt pour distraire les assaillants. Le garçon saute sur sa moto et ordonne à ses camarades de retourner à la base et d'appeler des renforts pendant qu'il va secourir Juno. Il fait vrombir le moteur et s'éloigne à toute vitesse pour la sauver. Pendant ce temps, Juno fait rouler sa Jeep aussi vite qu'elle le peut avec les voyous à ses trousses sur leur moto. Ils finissent par la couper, bloquant son chemin. Un type arrogant exige qu'elle s'arrête si elle tient à la vie, tandis qu'un autre ordonne à ses amis de la capturer et de l'emmener à leur patron. Alors que Tara agrippe les visages des laquais, une explosion soudaine secoue la zone, les plongeant dans la panique. Avant qu'ils ne puissent réagir, un ours en peluche atterrit juste à côté du visage d'un des laquais. La silhouette qui se tient la révèle de manière terrifiante que ce n'est pas un ours en peluche. Mais avant qu'il ne réagisse, l'ours en peluche explose, faisant voler la tête du laquais en éclats. Étonnamment, ce n'était pas notre héros derrière cet acte brutal, mais plutôt une fille mignonne. Son expression mignonne se transforme rapidement en celle d'une folle alors qu'elle retire la goupille d'une autre grenade et la lance vers les voyous terrifiés, les anéantissant en un instant. La fille savoure le moment de destruction et Xunyo la reconnaît, l'appelant Tina. Tina se précipite vers Xunyo, l'embrassant fort. Elles expriment toutes les deux leur soulagement de se revoir après si longtemps. Xunyo est reconnaissante que Tina soit arrivée juste à temps, empêchant ce qui aurait pu être une catastrophe pour elle. Pendant que les deux femmes partagent la chaleur de leur sororité, une silhouette louche se cache dans l'ombre. Nul autre que le chef du gang des loups affamés. Soudain, le laquais brûlé supplie son patron de le sauver, mais sa supplication est interrompue lorsque son patron écrase le crâne de son camarade pour le faire taire. Se tournant vers la jeune fille, le chef de gang lui demande si elle s'est éveillée et l'invite à rejoindre le gang des loups affamés, lui promettant de la nourriture et des boissons à volonté. Avec un sourire charmant, la fille accepte, faisant semblant d'être intéressée. Mais ensuite, elle les surprend en lançant un tas de grenades, faisant exploser la zone. Cependant, le chef de gang monstrueux émerge du feu, apparemment indemne, prêt à frapper la fille. Pendant ce temps, notre héros traverse les bois à toute vitesse pour atteindre Xunyo. Il sent une odeur de brûlé et s'arrête brusquement. Son visage pâlit en voyant le chef du clan des loups affamés debout, venant de démolir les deux filles. Shu est absolument furieux à cette vue, tandis que ce chef de clan arrogant exaspère notre héros en lui montrant son majeur. Le garçon ne perd pas de temps et charge sur l'homme, le poing prêt, assénant un coup de poing solide directement au visage de l'homme. L'impact l'envoie s'écraser contre un arbre voisin qui se fend en deux morceaux. Avec le gorille surboosté momentanément hors du chemin, le garçon se précipite vers la fille blessée et lui demande si elle va bien. La fille parvient à esquisser un faible sourire, disant qu'elle a été battue 2 fois aujourd'hui, donc elle ne se sent pas très bien. Pendant ce temps, le gorille se relève rapidement, jetant sa robe et se préparant à combattre notre héros de front. Voyant le gorille charger droit sur lui, le garçon se prépare, prêt à absorber l'impact. Lorsque le chef du gang des loups donne un coup de poing, notre gars est projeté en arrière et envoyé valser. Il est clair que ce type n'est pas une personne ordinaire. Et cette fois, Zhou Ming décide de ne pas se retenir non plus. Il encaisse à contre-cœur ses points de compétence durement gagnés. Il est un peu déprimé car il les avait mis de côté pour son rêve de créer une entreprise. Mais bon, pas le temps de s'apitoyer. Une fois les points dépensés et l'échange terminé, il sent une vague de force parcourir son corps. Comme s'il venait de passer un niveau dans un jeu vidéo, le chef de clan lui assène un autre de ses coups de poing dévastateurs. Notre héros le bloque nonchalamment avec ses mains. Affichant un sourire narquois, il saisit le bras du type, le balance en l'air et le fracasse au sol. Cela crée une explosion massive qui envoie le type arrogant valser en crachant du sang. Le chef de clan tente une nouvelle fois d'utiliser ses pouvoirs explosifs.
Mais notre gars ne lui laisse aucun répit. Soudain, les mains du chef de clan se transforment en griffes noueuses et il charge comme une bête sauvage. Alors que le garçon est au sol, il regarde avec stupéfaction le type se transformer en un loup sauvage sous ses yeux. Le loup lui fait comprendre que notre garçon est peut-être fort, mais qu'il ne fait pas le poids face à un éveillé. On dirait que Zhou-Ming ne savait pas ce qu'était une personne éveillée jusqu'à maintenant. Le monstre révèle que seules quelques personnes, après avoir absorbé une certaine quantité de cristaux provenant des zombies, peuvent acquérir suffisamment de puissance pour surpasser les humains. Il charge notre héros et lui lacère la poitrine sans effort. Alors que le garçon essaie de comprendre ce délire, le loup se jette à nouveau sur lui. Zhou-Ming regarde les filles et se rend compte que s'il continue à se battre, elles pourraient être prises entre deux feux. Alors, il provoque le loup en l'appelant un joli toutou et le défie de le rattraper. Zhou-Ming promet de lui donner un os à ronger s'il parvient à l'attraper. Le loup rugit de colère face à l'insulte. Notre héros s'éloigne en sautant, entraînant le monstre dans les bois où ils pourront se battre seuls. Le monstre lui dit d'arrêter de se cacher et de fuir, mais Zhou-Ming saute de sa perche dans l'arbre, sa lame à la main. Le loup se retourne immédiatement à la vitesse de l'éclair et plaque Zhou-Ming contre l'arbre. Le loup se vante de ses sens ultra rapides, affirmant que personne ne peut le prendre en embuscade. Mais Zhou-Ming n'essayait pas de prendre en embuscade ce loup à la cervelle d'oiseau. Il gonfle simplement ses joues et lui souffle une haleine fétide en plein visage. Le sens de l'odorat aiguisé du loup le trahit. Alors que la mauvaise haleine de Zhou-Ming le submerge, Zhou-Ming se rend compte que personne, surtout un loup avec un odorat aussi développé, ne peut supporter la puanteur des raviolis farcis à la ciboulette, aux œufs et à l'ail. Le monstre s'énerve et balance son bras mortel sur notre héros. Mais Zhou-Ming saisit son épée et tranche la main du monstre sans effort, la coupant en plusieurs morceaux. Comme si ce n'était qu'un concombre. Le monstre mord, quelque chose de brillant attire son attention près de sa poitrine. On dirait un cristal aux couleurs de l'arc-en-ciel. Zhou-Ming le ramasse immédiatement et absorbe le cristal. Une fenêtre système s'affiche, annonçant que l'hôte a absorbé un cristal spécial. Le système monte de niveau, accordant à Zhou-Ming la compétence connue sous le nom de Seigneur Zombie. Grâce à cette compétence, il acquiert la capacité de ressusciter, de réparer et de contrôler les créatures de type zombie qui ont perdu leurs cristaux cadavériques. Eh bien, on dirait que notre héros est tombé sur quelque chose de plutôt utile. Il est ravi de pouvoir maintenant commander ces zombies vaincus. Puis, bam, une nouvelle mission apparaît. Construire un abri pour au moins 100 personnes en un mois. Et en ce qui concerne les récompenses, c'est un juteux 3000 points. Mais voici le hic, s'il échoue, c'est la mort pour notre héros. Le type panique à cause des enjeux. Mais il se ressaisit et décide de foncer. Avance rapide d'une bonne partie de la journée et nous sommes de retour au camp de base. Il y a cette nouvelle nana, Tina, qui se présente à notre héros. Il s'avère qu'elle a sauvé sa sœur Xunyo il y a 3 ans et qu'elle assure maintenant en tant que chasseuse de zombies solo. Le garçon est stupéfait qu'une fille aussi jeune puisse chasser les zombies seule. Xunyo informe ensuite notre héros qu'elle est éveillée, donc on attend beaucoup d'elle. Le garçon est toujours curieux à propos de ces histoires d'éveillés. Alors, Tina lui explique que certains humains, après avoir été infectés par ces zombies, ne se transforment pas eux-mêmes en zombies. Au lieu de cela, ils forment ces cristaux colorés dans leur tête. S'ils obtiennent un cristal cadavérique spécial, cela peut les éveiller avec des pouvoirs déments. C'est ce qu'ils appellent être éveillés. Le truc spécial de Tina, c'est de transformer des trucs en explosifs, et elle le prouve en faisant exploser un verre sur le champ. Notre garçon en reste bouche bée. Parce que les éveillés lui semblent presque invincibles. Mais Chuno le remet à sa place en disant que ce n'est pas si simple. Les éveillés sont également classés par niveau, comme les zombies. Et ils ont 9 niveaux au total. Tina est probablement au niveau 3 et le type que notre héros a vaincu était probablement un niveau 4. Tina jure sa loyauté à notre héros pour toujours, impressionné par la façon dont il a vaincu le chef du clan du loup si facilement. Le garçon sourit de bonheur. Et promet à Tina des repas à vie. Plus tard, notre héros affronte les anciens laquais du chef du clan du loup. Ils expliquent qu'ils n'étaient que des fermiers de la ferme de la Lune Noire dont les terres ont été volées par le chef loup. Et maintenant qu'il est parti, ils sont reconnaissants envers notre héros de les avoir libérés. Le garçon minimise leurs éloges, mais leur suggère de retourner cultiver leurs terres récupérées. Cependant, les fermiers soulignent que les terres sont toujours occupées par les laquais du chef loup.
Ils insistent donc pour rester chez notre héros et promettent de travailler dur tant qu'ils ont assez de nourriture. Après réflexion, notre héros décide de les laisser rester, voyant cela comme un pas vers la construction de sa base là-bas, mais ces deux femmes fougueuses sont impatientes de donner une leçon à ces types. Plus tard, nous nous retrouvons à la ferme de la Lune Noire où tout le monde se bat pour devenir le chef de gang. Notre héros intervient en demandant si le plus fort est censé diriger, alors il est heureux de prendre les choses en main. Il se lance et élimine immédiatement les deux prétendants. Tina se joint également à la mêlée, faisant exploser tout l'endroit avec ses bombes. Les autres fermiers se rebellent aussi et décident de venger leurs camarades tombés au combat. 30 minutes plus tard, ces combattants autrefois enthousiastes sont tous étendus sur le sol, vaincus. Notre garçon rassure alors les fermiers que la terre leur appartient désormais légitimement à nouveau. Mais les fermiers d'origine restent préoccupés par les futures invasions. Ils proposent que notre héros prenne la direction de la ferme de la Lune Noire. Pour les protéger, sans hésitation, notre gars déclare qu'ils sont tous ses frères maintenant, promettant nourriture. Unité et défense contre toutes les menaces. Tout le monde se rallie derrière lui, prêt à affronter ce qui se présentera. Juste à ce moment-là, un message système apparaît, alertant notre héros qu'il n'a pas les droits suffisants pour gérer le refuge. Le système révèle les statistiques de la ferme de la Lune Noire. Population à 43, faible production de nourriture et d'eau. Faible niveau de défense et d'attaque. Et d'autres indicateurs cruciaux qui soulignent la nécessité d'amélioration. Notre gars commence donc à transpirer à grosses gouttes quand il voit qu'il dépend totalement de ses cultures de cristal. Et de l'or pour améliorer les choses. Juste au moment où il est sur le point de craquer, Wen intervient avec de bonnes nouvelles. Ils ont trouvé la cache d'or et de cristaux de Wolfgang, qui mourait de faim. Elle procède à l'ouverture du coffre tandis que sa propre poitrine, derrière, est totalement exposée, prête à être percée. Pendant ce temps, nos héros essaient de rester concentrés sur le trésor. Mais il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil aux fesses de pêche de Wen. À l'intérieur du coffre au trésor, il décroche le jackpot avec des tonnes d'or et de cristaux brillants. Ils sourient tous les deux jusqu'aux oreilles. Puis Wen lâche la bombe. Malgré leur nouvelle richesse, leur base manque cruellement d'effectifs. Si une force plus puissante découvre cet endroit, le défendre pourrait être un cauchemar. Le garçon a donc cette idée folle. Il rassemble tous ces gens tombés au combat et, avec l'aide de son système, il commence à les rappeler à la vie. Quand cette étrange énergie bleue touche le sol. Bam! Ces types commencent à se relever comme si de rien n'était. Tina panique en voyant ce spectacle de résurrection de morts-vivants et Junho est prêt à les réduire en miettes, mais notre héros intervient rapidement. Il explique que ce ne sont pas des zombies ordinaires, mais des cadavres sans âme qu'il a personnellement ressuscités. La dame reste sceptique, mais le garçon tend une hache à l'un de ces types ressuscités. Prouvant qu'il a un pouvoir spécial pour contrôler ces suceurs de sang morts-vivants. Ces zombies commencent donc à couper du bois. Et l'un d'eux coupe accidentellement la tête d'un autre zombie dans le processus. En voyant ce spectacle monstrueux, notre héros est totalement effrayé. La dame n'est pas sûre. Si ces morts-vivants peuvent réellement travailler, mais alors notre scientifique experte en technologie intervient avec un appareil de manipulation du cerveau. Le visage de Zoe s'illumine comme un enfant à Noël et la dame explique comment ça marche. Une puce dans le casque, l'autre dans le cerveau du zombie et boum, le zombie est sous contrôle, bébé. Il essaie de le tester en attrapant quelque chose à proximité, qui se trouve être les fesses de pêche de Junho. Ça ne se passe pas bien, elle donne un coup de pied au zombie pour ses pitreries injustifiées. On dirait que notre héros a ressenti le même coup de pied brutal que le zombie, mais cela a suscité une autre idée dans son esprit. Il rassemble tout le monde pour présenter son plan. Les deux femmes ont l'air confuses au début, mais bientôt on les voit éliminer sans effort des zombies à gauche et à droite. Jo-min filme toute la scène avec sa caméra et quand la fille lui demande ce qu'il va en faire, il lui dit simplement qu'elle le saura bientôt. Pendant ce temps, notre gars est de retour sur Terre, en train de monter les images, d'ajouter des transitions cool et de peaufiner avec des effets spéciaux. Avec une touche finale, il télécharge la vidéo terminée sur YouTube. Il se rassied à son ordinateur, se frottant les yeux embrumés, alors qu'il allume son MacBook. En vérifiant la vidéo, il est étonné de voir qu'elle a accumulé une tonne de vues. Les commentaires affluent, tout le monde essayant de faire partie de l'accès bêta. Même les dirigeants de grandes entreprises sont intrigués de voir cet aperçu de ce jeu. Wang Xiaoju, la présidente de Future Technology Co.
Bien loti, IT ordonne à son équipe d'inonder la section des commentaires de demande d'accès à la bêta fermée. Elle est convaincue que ce jeu pourrait changer la donne pour leur entreprise s'il est à la hauteur du battage médiatique. Même Joey, un ancien officier spécial, est accro au jeu. Surtout après avoir vu les armes à feu et les véhicules réalistes, ceux qui ont la chance d'avoir accès à la bêta reçoivent un mystérieux colis. L'une des destinataires est une youtubeuse. Ravie de diffuser son expérience en direct. Le colis qu'elle reçoit contient le même appareil de manipulation des ondes cérébrales. Dès qu'elle l'invente, elle prépare avec impatience son stream, prête à montrer à son public sa première expérience de ce jeu. De retour à la ferme, la youtubeuse apparaît dans le monde apocalyptique. Ressemblant trait pour trait à son apparence dans la vraie vie, notre héros a rassemblé près de 50 personnes de son monde. Dans ce jeu, même Xunuo est curieuse du changement soudain sur les visages des cadavres. Elle lui demande s'il prépare quelque chose de louche en coulisses, ce à quoi il la rassure. Regarde et tu verras. Notre héros utilise en effet ces zombies comme des réceptacles et ce monde comme une simulation holographique en ligne pour attirer des joueurs. Il a collecté des candidatures. Il a qualifié les profils des joueurs et a utilisé son pouvoir pour transformer les visages des zombies en ceux des joueurs. Lady Wenwen rapporte que tout fonctionne parfaitement. Mais elle est curieuse de savoir comment il a trouvé 50 personnes prêtes à porter les appareils de manipulation cérébrale. Notre héros, cachant sa nervosité, lui dit avec assurance de lancer les opérations. Malgré son anxiété, la dame lance le contrôleur d'ondes cérébrales et les mannequins qui se tenaient immobiles commencent immédiatement à bouger. Les joueurs, qui habitent maintenant les corps de zombies, sont émerveillés par le réalisme de tout. Ils commencent à explorer le monde apocalyptique, interagissant les uns avec les autres et avec l'environnement, complètement inconscients de la véritable nature de leur expérience. Lady Xunuo n'arrive pas à croire que ces zombies sont réellement ressuscités. Pendant ce temps, cette youtubeuse sert fort la pauvre Lady Xunuo. L'ayant reconnue grâce à une vidéo promotionnelle, elle est émerveillée par le réalisme de tout, même le toucher. Prévisiblement, notre fille gifle promptement la youtubeuse. Ce qui ravit étrangement la dame aux cheveux violets parce qu'elle peut ressentir la douleur de manière si réaliste. Toute la configuration donne l'impression d'un voyage dans le temps. Les autres joueurs sont également époustouflés par l'expérience. Même la dirigeante de l'entreprise, Wang Xiaoju, a trouvé son chemin dans le jeu. Et cet ancien soldat. Il admet que tout semble réel, bien que son corps soit un peu raide. Juste à ce moment-là, notre héros Zhao Ming tousse dramatiquement, captant l'attention de tout le monde. Il leur souhaite la bienvenue au refuge Dark Room et se présente comme son chef. Il exhorte tout le monde à se préparer pour la nouvelle vie qui les attend. Tout d'abord, il énonce quelques règles de base. La plus grave, mourir dans ce jeu signifie que votre compte est immédiatement effacé. Si vous voulez continuer à jouer, vous devrez recommencer avec un nouveau personnage. Cette youtubeuse aubergine intervient à nouveau, s'émerveillant du réalisme des PNJ. Elle s'approche de notre héros de manière inconfortable, cachant un poignard derrière son dos. Mais avant qu'elle ne puisse frapper Zhao Ming avec ce poignard, une balle perce un trou dans sa tête, l'éliminant instantanément du jeu. Après l'avoir abattu, il s'adresse à tout le monde. Demandant s'ils comprennent maintenant pourquoi il a souligné l'importance de ne pas mourir. Tout le monde se sent mal à l'aise quand soudain la dame aubergine agaçante revient à la vie. Apparemment heureuse, elle mentionne à quel point la sensation de mourir était réaliste. Notre héros explique ensuite la deuxième règle. Que les PNJ sont différents des joueurs. Et il est interdit de blesser ou de tuer des PNJ dans le camp de refuge. Les contrevenants seront immédiatement disqualifiés. Il révèle que les joueurs peuvent distinguer les PNJ des joueurs en utilisant la commande observer. L'ancien soldat Joey prend la parole, demandant si les règles s'appliquent à l'extérieur du camp de refuge. Le héros confirme par la négative, déclarant que le jeu offre de hauts degrés de liberté. Théoriquement, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ont la force et l'équipement. La PDG soulève un point valable, se demandant comment ils vont développer leur force et rassembler de l'équipement dans un jeu aussi réaliste. Elle se demande si ça ne ferait pas bizarre de tout faire exploser comme dans les autres jeux. Le garçon explique qu'après avoir tué des zombies, ils gagneront du butin appelé cristaux de cadavres, qui peuvent être échangés contre des attributs et de l'équipement. Accomplir des tâches de PNJ dans l'abri peut également améliorer la réputation de l'abri, qui peuvent être échangés contre des matériaux et de l'équipement. Il demande à chacun d'invoquer mentalement ses stats et détails en disant au système
avec une fusillade enthousiaste. Il encourage tout le monde à se lancer dans des aventures et à s'amuser. Alors que tout le monde s'aventure dans la forêt, on voit 2 fans de la youtubeuse aux aubergines la taquiner et louer sa confiance. Elle déclare qu'elle ne fera aucune tâche d'abri fastidieuse, préférant monter de niveau en tuant des monstres. Quand de vrais zombies apparaissent, elle brandit sa dague avec assurance, prêchant son courage et sa détermination. Mais sa bravade est de courte durée car elle est rapidement maîtrisée et retourne au refuge de Dark Moon. La dame s'approche timidement de notre héros en lui demandant s'il existe des tâches qui n'impliquent pas de combat. Avec une pointe de fierté, il énumère toutes les tâches non liées au combat disponibles au refuge, l'agriculture. Rassembler des céréales, construire des maisons et plus encore, tout est libre de choix, la dame choisit à contre-cœur de labourer la terre en premier. Mon gars montre fièrement le champ où les gens travaillent sous un soleil de plomb. Mais son attention est rapidement attirée par quelqu'un qui demande à acheter de l'équipement, c'est Joey, un soldat à la retraite, tenant une poignée de cristaux de cadavres. Jo-Ming est choqué de voir Joey avec autant de cristaux. Et lui demande comment il les a collectés. Joey explique avec désinvolture qu'il a trouvé et tué des zombies pour les rassembler. Le garçon est déconcerté mais lui tend un pistolet, lui faisant un signe de pouce levé pour ses efforts. Joey s'amuse avec le pistolet, s'émerveillant de la sensation réelle qu'il procure dans sa main. Le garçon lui fait timidement signe de partir, lui disant de revenir s'il a plus de butin à dépenser. Le garçon trouve le soldat assez fort et est impatient d'enrôler son aide dans son grand projet. Soudain, il est de nouveau interpellé, cette fois par la PDG qui veut aussi acheter des armes. Elle admet qu'elle n'a pas de cristaux mais propose avec assurance de l'argent réel en échange d'un complément de monnaie virtuelle. Pour acheter ce dont elle a besoin, le garçon la renvoie en lui expliquant qu'il n'y a pas de système d'argent numérique dans le jeu et que tous les joueurs doivent jouer loyalement. La PDG se fâche et demande pourquoi il a même créé le jeu s'il n'a pas l'intention de gagner de l'argent. Le garçon se rapproche inconfortablement et lui dit qu'il se fiche de son statut en dehors du jeu, mais l'avertit que si elle ne joue pas loyalement, il sévira contre elle. La dame se sent de plus en plus frustrée. Agacée d'être menacée par ce qu'elle perçoit comme un PNJ, elle s'éloigne en trombe, déterminée à gagner des cristaux par elle-même. Elle s'approche des travailleurs dans le champ et leur offre de l'argent sonnant et trébuchant en échange de cristaux virtuels pour le jeu. Ils lui donnent volontiers tous les cristaux qu'ils ont. Se tournant vers notre héros, la dame lui tend le sac de cristaux. Et exige son précieux équipement alors que d'autres dans le refuge signalent avoir terminé leur tâche. Xunuo les remercie maladroitement pour leur dur labeur. Et les travailleurs heureux gagnent des points pour leurs efforts. Il supplie ensuite notre fille de leur confier davantage de tâches afin qu'ils puissent gagner suffisamment de points pour les échanger contre de l'équipement dès que possible. La fille leur assigne immédiatement d'aider à réparer la maison et à rassembler des ingrédients médicinaux. Le duo s'éloigne joyeusement tandis que la dame reste confuse quant à la raison pour laquelle il semble si content de simplement travailler. 3 jours passent ainsi et nous nous retrouvons au bureau. Où Wen révèle qu'au cours des 3 derniers jours, avec l'aide des cristaux de cadavres, la reconstruction du refuge de Dark Moon s'est très bien déroulée. Non seulement cela, mais la compensation qu'ils ont demandée était également minime. Yuno mentionne que les gens semblent très énergiques, comme s'ils ne se fatiguaient pas de faire beaucoup de travail. Et ils semblent sincèrement heureux. Notre héros souligne avec joie qu'avec ces progrès, il ne faudra pas longtemps avant que la colonie ne soit prête à s'étendre. La geekette demande à notre héros de rester un peu en disant qu'elle a quelque chose à demander. Xuno se demande en plaisantant pourquoi ils chuchotent, se moquant d'eux en leur demandant s'ils essaient de confesser leur amour. Notre héros dit à Xuno de se taire et donne à Wen le feu vert pour parler. Wen déclare alors sans embâche qu'elle est impatiente de savoir comment les zombies sont des cerveaux. Notre héros avait vu ça venir. Puisqu'il est plus difficile de garder des secrets à quelqu'un d'aussi vif que Wen comparé à Xunuo, il explique que ce sont de riches pontes de la ville de la colonie avec beaucoup d'argent et de temps à perdre, qui s'amusent de manière tordue. Xuno n'est pas tout à fait convaincu. Alors notre héros la rassure en lui disant que tout ce qu'il fait vise à assurer la survie de tous. Et à améliorer la vie. Il l'exhorte à lui faire confiance. Soudain, la fille aux cheveux orange se précipite dans la pièce, signalant frénétiquement une agitation à l'extérieur. En sortant, nous trouvons la youtubeuse accusée par un résident natif de cet endroit de vol et de brigandage. Il affirme qu'elle est entrée chez lui en plein jour et qu'elle a volé son équipement. La dame hausse nonchalamment les épaules, arguant qu'en tant que joueuse,
il est parfaitement raisonnable pour elle d'entrer dans les maisons des PNJ et de fouiller dans leurs armoires. C'est alors que notre héros arrive sur les lieux en demandant ce qui se passe. Le type fait immédiatement appel à notre héros, insistant sur le fait que la dame est entrée de force dans sa maison, a fait irruption et a pris son équipement juste devant lui, agissant avec suffisance à ce sujet. Mais ensuite, la dame se défend en arguant que c'est ce que signifie pour elle la liberté totale dans le jeu, donc elle ne voit rien de mal à voler. La victime s'énerve de plus en plus face aux affirmations audacieuses de la youtubeuse, mais d'un autre côté, notre héros reconnaît sa valeur en tant que youtubeuse, ce qui va l'aider à promouvoir son jeu. Il choisit donc ses mots avec soin. Il reconnaît la liberté du jeu. Mais il insiste sur ses règles de base. Il suggère qu'ils règlent leurs différends par un combat à main nue. Si la youtubeuse gagne, rien ne se passe, si l'homme gagne, il recevra une double compensation. Tous deux acceptent le plan avec enthousiasme. La fille prend une posture qu'elle a apprise dans des cours de kung-fu. Alors que l'homme la gifle avec assurance et continue de lui asséner des coups de poing, le garçon déclare le vainqueur désigné et la dame vaincue paie à contre-cœur le prix en cristaux. Alors que l'homme se réconcilie à contre-cœur avec elle à partir de ce moment, il insiste sur le fait que chacun doit assumer les conséquences de ses actes dans le jeu. Pendant ce temps, dans le monde réel, les gens sont absorbés par la diffusion en direct du streaming du jeu par Aubergine. Les spectateurs interprètent rapidement sa critique positive du jeu comme un chef-d'œuvre. Décidant de faire une pause, Aubergine se lève et se dirige vers un magasin de proximité pour prendre une boisson. Alors qu'elle tend la main vers sa boisson préférée, elle trouve une autre personne qui essaie d'attraper la même bouteille, et ce nouveau venu est notre héros. Il est clair pour chacun d'eux qui est l'autre, et ils sont tous deux choqués de se rencontrer de manière inattendue dans la vraie vie. Ensuite, ils achètent de l'alcool. Ils trinquent et mangent en riant ensemble. La dame est fascinée de découvrir que son chef dans le jeu n'était pas qu'un PNJ, mais une personne réelle. Sur le champ, le garçon raconte une histoire sur la façon dont cette interaction améliore l'expérience de jeu des joueurs. Il explique qu'en raison d'une pénurie d'employés dans son entreprise, en tant que producteur du jeu, il montre l'exemple. La dame exprime sa surprise de voir à quel point le génial producteur d'un jeu si bien fait a l'air ordinaire. Jo-Ming ne semble pas apprécier toutes les questions qu'elle pose, mais il fait de son mieux pour y répondre. Il change de sujet en lui posant des questions sur sa vie de streameuse YouTube. La dame soupire et admet que c'est compliqué, révélant qu'en tant que gameuse, les gens ne s'intéressent qu'à ses compétences. Ce qui la déçoit parce qu'elle a l'impression que son apparence n'est pas moins attirante. Jo-Ming acquiesce, plaisantant sur le fait qu'elle pourrait facilement gagner de l'argent simplement en montrant ses atouts en streaming. La dame rougit et demande si elle est vraiment si attirante. Le garçon suggère en plaisantant qu'il pense déjà à exploiter son apparence pour l'avantage du jeu. Il en vient ensuite aux affaires en lui demandant de lui fournir des commentaires de joueurs. Il se demande si elle voit des points à améliorer dans son jeu Dark Times. La dame suggère que, premièrement, le contenu actuel du jeu semble trop limité. Et l'introduction d'un système de donjons ajouterait plus de profondeur et d'intérêt. Au lieu de simplement donner des commentaires, elle propose qu'il fasse l'expérience de son propre jeu en tant que joueur. Le garçon la félicite immédiatement pour cet excellent conseil. Ce qui la fait rougir lorsqu'il la serre dans ses bras de manière inattendue. Il décide de retourner travailler à l'amélioration du jeu et la remercie sincèrement. Enfin, il la laisse seule dans la pièce. De retour dans le monde du jeu, le système annonce une nouvelle fonctionnalité. Les terrains d'épreuve. Il explique que les joueurs peuvent vaincre des monstres dans ces terrains pour gagner des récompenses. Les terrains sont divisés en 10 niveaux, les niveaux supérieurs offrant une plus grande difficulté et des récompenses plus importantes. Notre héros dépense immédiatement 500 points pour créer le terrain d'épreuve niveau 1. Le système prend son temps pour générer les terres d'épreuve et, une fois terminé, un portail s'ouvre sur la jungle de zombies. Le terrain d'épreuve désigné. Espérant que tout le monde appréciera le défi, il rassemble la foule et annonce une autre bonne nouvelle, le jeu comprend désormais un système de donjons. Les joueurs peuvent y entrer pour le prix d'une topaze. Et les récompenses sont substantielles. Il encourage tout le monde à participer à ces défis. Tout le monde est emballé par la nouvelle et notre héros est heureux de voir leur enthousiasme. Il est heureux que les conseils d'Aubergine s'avèrent enfin utiles, car il peut identifier les lacunes du jeu du point de vue d'un joueur. Faisant appel à son système, il dépense 100 points pour transformer son apparence afin de ressembler davantage à un joueur. Dieu merci, il a changé,
car nous n'aurons plus à revoir son visage laid. Pendant ce temps, Aubergine demande aux autres joueurs si quelqu'un veut faire équipe pour le donjon, car ils ont besoin de 3 membres supplémentaires. Notre héros l'approche par derrière, lui demandant s'il peut rejoindre son équipe. Quand elle se retourne et le voit, elle est toute troublée et charmée par son nouveau look et elle ne le reconnaît même pas, ce qui met notre héros un peu mal à l'aise. Alors que la dame l'examine de plus près, elle commence à réaliser qu'il lui semble familier. Notre héros suggère qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés. Mais change rapidement de sujet, l'incitant à recruter plus de personnes. Soudain, plus de personnes attirent leur attention. Et il demande s'ils aimeraient rejoindre l'équipe. Remarquant leur corps musclé, elle les juge immédiatement comme un bon choix et les autorise à rejoindre l'équipe. Une fois l'équipe au complet, elle est survoltée et prête à nettoyer le donjon. Voyant son côté joueur, notre héros se dit que c'est probablement pour ça qu'elle ne l'a pas reconnu, mais il ne s'en plaint pas. Enfin, ils sont prêts à entrer dans le portail. Certains membres de l'équipe qui ont déjà fait des donjons mentionnent que cet endroit est difficile à conquérir et se demandent si leur équipement n'est pas d'un niveau trop bas. Aubergine motive son équipe avec assurance, affirmant que son équipe sera la première à nettoyer le donjon. Cependant, une notification système apparaît, annonçant que quelqu'un nommé Xiaoyu l'a déjà nettoyé. Les rêves d'Aubergine d'être la première sont brisés. Mais alors, elle ricane, disant qu'ils sont là pour jouer au jeu, pas pour se soucier de qui nettoie le donjon en premier. Notre héros arrête rapidement le soldat qui a nettoyé le donjon et lui offre une potion. Lui conseillant de la boire pour éviter de se faire tuer par des bandits sur le chemin du retour, l'homme accepte la bouteille avec gratitude et remercie notre héros pour sa générosité. Un type derrière Zhou Ming demande avec arrogance pourquoi il donne des provisions à des inconnus qui pourraient les aider dans le donjon. Zhou Ming répond fermement que c'est son truc et que ça ne regarde personne ce qu'il en fait, laissant le type bouillonnant de colère à cause de la remarque. La dame décide finalement de se diriger vers le donjon. Et tout le monde commence à disparaître de leur place, se retrouvant à l'intérieur du donjon. Leur mission est simple. Tuer le boss de niveau inférieur en 60 minutes. Aubergine est absolument ravie de voir un environnement aussi réaliste et vibrant. Heureuse que notre héros ait pris ses suggestions en considération. Le garçon lui demande si elle connaît le producteur du jeu. Elle dit fièrement que oui, mentionnant qu'elle lui a même appris beaucoup de choses. Soudain, le visage d'un type devient pâle lorsqu'il remarque des serpents qui les encerclent complètement. Ses amis visqueux ne perdent pas de temps et se jettent sur tout le monde avec la gueule grande ouverte. La dame est absolument effrayée et figée par la peur. Mais le garçon tranche immédiatement un serpent en deux et lui dit que ce n'est pas le moment d'avoir peur car les serpents venimeux ont peu de sang. Et peuvent être tués en un seul coup. Les autres membres du groupe semblent s'amuser à abattre ces créatures. La dame craint toujours ces monstres, mais elle rassemble son courage, attrape un des serpents et le serre assez fort pour que ses yeux sortent de leurs orbites. Finalement, elle déchire le serpent en deux. Une fois les serpents abattus, la dame prend enfin une pause. Mais alors, un des mecs est choqué et crie de peur. Quand tout le monde regarde autour, il voit qu'un des gars a été mordu par un serpent. Il a l'air misérable et dit à ses amis de continuer sans lui, mais notre héros le rassure. Disant que le poison n'est pas si puissant. Et qu'il devrait aller bien une fois qu'il sera sorti. Un des mecs s'avance pour aspirer le poison de la main de son ami. Juste à temps, il commence à aspirer l'épaule de son ami. Et cette vision effrayante fait absolument saigner les yeux de notre héros tellement c'est horrible de faire ce truc amoureux. La dame tire alors notre héros à l'écart et une fois qu'ils sont seuls. Elle souligne que ses PV diminuent également parce que le serpent l'a mordu dans une zone privée. Le garçon hésite à regarder sa poitrine. Mais la dame lui dit qu'il n'y a pas besoin de se sentir mal à l'aise puisque ce n'est qu'un jeu. Notre héros est immédiatement d'accord et l'épingle avec assurance contre l'arbre. Disant qu'il va faire ce qu'elle a demandé. Il commence à sucer sa poitrine et la fille ne peut s'empêcher d'apprécier un peu car c'est incroyablement réel. La dame se sent absolument embarrassée après. Alors que notre héros semble s'être amusé. Pendant ce temps, l'autre gars mordu par un serpent se sent mieux et remercie son ami de l'avoir aidé. L'ami se sentant embarrassé. Admet qu'il a aussi été mordu quelque part qu'il ne peut pas dire ouvertement, mais le chauve insiste pour aider son ami. Et quand le chauve voit son ami commencer à baisser son pantalon, il devient absolument anxieux et terrifié. Pendant ce temps, notre duo revient en demandant si ces gars ont fini de sucer et sont prêts à passer à autre chose.
C'est alors que Jo-Ming est un peu décontenancé quand il voit le chauve impliqué avec les fesses de son ami. Le pauvre gars clarifie rapidement que ce n'est pas ce qu'il pense. Mais notre garçon et la fille leur disent immédiatement de garder leur distance à partir de maintenant. Après un moment, nous voyons un marais bouillonner et notre groupe continue d'avancer. La fille souligne que puisqu'il s'appelle la jungle zombie, elle n'a pas vu un seul monstre zombie dans tout ce donjon. Le chauve la rassure en disant que même si des zombies apparaissent, il la protégera, mais la dame est toujours effrayée par ce type. Et précise qu'elle ne veut pas être protégée par quelqu'un qui aime sucer des trous comme passe-temps. Soudain, le marais réagit et un zombie émerge, mordant immédiatement la tête brillante du chauve. Cette créature est un zombie des marais, un zombie de bas niveau connu pour ses attaques sournoises. Dans un mouvement rapide, notre héros saisit son épée et tranche le visage du zombie, le coupant instantanément et le faisant tomber au sol. Le chauve remarque que la technique d'épée de notre héros est incroyablement forte, lui coupant presque le cuir chevelu. Il demande en plaisantant si notre héros est un guerrier dans la vraie vie. Notre héros répond timidement qu'il s'y connaît un peu en matière de découpage. Cependant, la dame interrompt leur échange en les avertissant de s'arrêter car un groupe de monstres les attend en embuscade. Jo-Ming était initialement inquiet de devoir gérer seul les zombies de premier ordre, se demandant ce que les autres joueurs pourraient faire s'ils étaient livrés à eux-mêmes, mais il s'avère que ces inquiétudes étaient totalement inutiles. Le chauve, maintenant sérieusement énervé, arrache sa chemise et se transforme instantanément en une figure massive semblable à Hulk. Ses muscles sont gonflés à bloc. Notre héros est choqué de voir ça. Parce que cette transformation révèle sa compétence appelée flux musculaire. Un reflet de ses prouesses d'entraînement physique dans la vraie vie. Il se jette dans la mêlée, balançant sa hache avec précision et hachant les zombies comme s'il s'agissait de simples concombres. Jo-Ming est époustouflé de voir comment les compétences du joueur dans le monde réel se traduisent si vivement dans leur personnage du jeu après avoir fauché un tas de monstres. Le chauve se dégonfle soudainement et reprend son apparence chétive en un éclair, paraissant encore plus maigre qu'avant. Il semble que la compétence flux musculaire de Xiaoming ait ses inconvénients, elle ne peut être maintenue que pendant une courte période, le laissant temporairement affaibli par la suite. Jo-Ming est visiblement frustré que Xiaoming ait utilisé une compétence aussi risquée. Si nonchalamment. Au moment où la tension monte, une mission secondaire apparaît, ramenant un sourire sur le visage de Jo-Ming. La mission exige qu'il vainque simultanément 10 zombies des marais, promettant une récompense de renforcement musculaire. Alors que les zombies des marais commencent à déferler, Jo-Ming ordonne à tout le monde de grimper dans les arbres pendant qu'il s'occupe des zombies en bas. Le type à la casquette est agacé par cette retraite, mais la dame lui demande calmement de suivre les instructions de Jo-Ming. Une fois que les zombies sont sur le point d'émerger sur la terre ferme, notre héros saisit à nouveau son épée, chargée d'électricité crépitante. Il enfonce l'épée profondément dans le sol, électrifiant tous les temps et donnant à ces créatures le choc de leur vie. Après avoir terminé cela, il reçoit une notification concernant la réussite complète de la mission et ses nouvelles compétences de renforcement musculaire. La dame est absolument stupéfaite de voir qu'il les a anéantis d'un seul coup puissant. Pendant ce temps, Baldi semble être coincé dans les sèmes. Il attrape la jambe de la dame en lui demandant de l'aider, mais le pauvre se fait brutalement botter le derrière après avoir été pris pour un zombie mort-vivant et s'enfonce davantage dans les sèmes. Les deux idiots qui se tiennent derrière se sentent un peu mal à l'aise de la voir littéralement lui marcher dessus. La dame essaie immédiatement de s'excuser, mais le chauve semble trop frustré pour lui accorder la moindre indulgence. Le garçon appelle alors son système. Tandis que la dame demande au chauve pourquoi il a même utilisé cette compétence dangereuse en premier lieu, la notification arrive que le boss final est sur le point d'apparaître et qu'il ferait mieux de se préparer pour la bataille. Le garçon prend immédiatement sa position, avertissant tout le monde d'être prudent. Ce monstre s'avère être une fleur de cadavre des marais qui aime consommer des créatures mortes. Le chauve décide une fois de plus d'utiliser son corps musculaire géant pour abattre cette fleur poubelle. Mais notre duo lui conseille rapidement de ne pas utiliser sa capacité. Le chauve semble confus et demande timidement pourquoi, ce à quoi notre héros explique que les effets secondaires de l'utilisation de cette compétence sont trop importants. Et il n'aura pas l'énergie de protéger le chauve une fois qu'il sera épuisé. Le chauve décide de passer aux armes à feu à la place, mais son ami portant une casquette lui rappelle qu'ils ne sont que des joueurs ordinaires et que les armes et les munitions coûtent une fortune. Eh bien, je suppose qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Parce que mon gars ici est chargé d'armes à feu et d'autres choses cachées à l'intérieur de son manteau. Les deux gars sont vraiment impressionnés par cela. Bientôt, le monstre fait face à un barrage de balles de la part de la dame. Et le chauve et le type à la casquette se joignent à la danse avec leurs armes à feu. Juste au moment où notre héros pense que la victoire est dans le sac, la dame révèle de manière choquante que les PV qu'ils ont fait tomber du monstre ont recommencé à se régénérer. Alors que le monstre attrape un zombie des marais mort-vivant et le dévore, sa barre de santé remonte à 100%. Notre héros se rend compte qu'ils vont devoir s'occuper des zombies des marais en premier, car ce monstre peut régénérer sa santé en les mangeant. La dame craint qu'il ne soit pas capable de vaincre le monstre à ce rythme. Mais notre héros la rassure et lui dit d'attendre qu'il se soit occupé des zombies des marais. Soudain, le monstre étend sa racine gluante vers la dame et l'attrape, ayant l'intention de la faire tomber dans son ventre. Mon gars devient totalement furieux en voyant ça et décide d'abattre cette fleur lui-même. Avec les deux autres crétins qui sautent pour aider. Le monstre resserre son emprise, laissant la fille se tortiller de douleur alors que ses vêtements se déchirent. Elle demande avec colère pourquoi il ne l'aide pas. Notre héros explique que ses compétences sont en temps de recharge, tandis que les deux autres affirment qu'ils sont à court de munitions. Mais à vrai dire, ces pervers sont trop occupés à baver sur son corps exposé pour donner un coup de main. Furieuse contre ces crétins qui se réjouissent de sa misère, la dame saisit une arme et fait exploser les racines elles-mêmes. Ces racines étant coupées, elles commencent à tomber. Notre héros intervient, jouant le rôle d'un prince, et la rattrape dans ses bras. Soudain, le monstre riposte avec ses racines, mais Jo-Ming les tranche rapidement. Le monstre se tord de douleur. Il pousse un rugissement massif qui les force à se couvrir les oreilles pour protéger leur tympan. Pendant ce temps, l'énergie électrique de Jo-Ming revient. Il bondit du sol et enfonce son épée dans la terre. Déclenchant un choc puissant qui réduit la créature en cendres, s'effondrant sur le sol. Mon gars range son épée avec assurance, se vantant qu'il n'avait pas besoin de toute sa puissance pour gérer un simple zombie de niveau 2. Juste au moment où il pense que c'est fini, le monstre paralysé recommence à bouger. Il se relève, plus ignoble et vicieux que jamais. Le système signale que la fleur de cadavre des marais est en colère, déclenchant sa mutation vers sa prochaine forme. Pendant ce temps, le chauve est ravi de la mutation du monstre, pensant à toutes les récompenses supplémentaires qu'ils obtiendront s'ils le battent. D'un autre côté, notre héros est complètement déconcerté par la façon dont cela est possible. Il souligne que le boss devrait être paralysé à cause du choc électrique. C'est alors que la youtubeuse intervient, faisant semblant d'ajuster ses lunettes imaginaires pour avoir l'air intello. Et suggère que ce monstre pourrait être comme une plante carnivore Pokémon, immunisée contre les pouvoirs électriques. Le garçon pince la tête de la dame en plaisantant pour son idée géniale, mais le monstre n'attend pas leur plaisanterie. Et jette immédiatement ses trucs en forme de boule hors de sa bouche. Notre héros esquive facilement le projectile. Mais il s'avère que cette salive n'est pas juste une substance collante aléatoire, mais plutôt qu'elle dissout l'arbre à l'impact. Sheo avertit immédiatement tout le monde du slime corrosif. Mais il semble qu'il soit trop tard, car ces deux idiots sont déjà coincés dans la substance gluante. La dame continue d'appeler à l'aide depuis l'arrière et quand notre héros regarde, il voit ses vêtements déjà brûlés. En quelques minutes, toute sa tenue s'est désintégrée. Le garçon se précipite à ses côtés, lui offrant son manteau, mais juste à ce moment-là, le monstre jette plus de boules gluantes. Mon gars les tranche rapidement. Mais une partie de la glu finit par atterrir sur sa main, causant une brûlure immédiate. À ce moment-là, le type musclé avec une casquette intervient, révélant qu'il est en fait professeur de chimie. Il prétend avoir une compétence liée à son domaine dans ce monde. Il explique avec enthousiasme que sa compétence lui permet de combiner les propriétés chimiques de deux éléments pour créer de nouvelles propriétés. Maintenant armé d'une bouteille d'essence et d'un morceau de tissu, il déclare avec assurance qu'il peut les transformer en une solution neutralisante. Voyant cela, notre héros arrache le nouvel objet et remarque avec arrogance que cette compétence en chimie ne vaut pas un sou. Car tout ce qu'elle a fait, c'est mélanger deux choses ensemble et il précise qu'il peut le faire mieux. Le garçon tire la bouteille et la lance vers le monstre, qui explose à l'impact, engloutissant le monstre dans les flammes. En quelques secondes, il se désintègre en cendres. Et le système les félicite d'avoir vaincu le boss avec succès, promettant des récompenses supplémentaires pour avoir éliminé un ennemi muté. Tout le monde est aux anges de voir des coffres au trésor de classe élite scintiller devant leurs yeux.
Le chauve gonfle sa poitrine et trouve une poudre de super potion musculaire promettant une force musculaire accrue. Le soi-disant professeur de chimie trouve une armure brillante. Mais finalement inutile. Pendant ce temps, la dame découvre un livre de compétences qui améliore ses capacités de tir. Enfin, Jo Ming ouvre également son coffre. Au début, il n'a aucune idée de ce à quoi s'attendre, mais les yeux de tout le monde commencent à briller d'émerveillement car il y a un œuf à l'intérieur. Le garçon ne sait pas à quoi s'attendre de cet œuf et même le système n'offre aucune information autre que de dire que son origine est inconnue. Et il ne peut pas éclore avant 3 jours. 3 jours plus tard, tout est calme et paisible dans le clan Dark Moon. Puis une notification apparaît indiquant qu'ils ont eu d'excellents résultats de jeu et que de nouvelles inscriptions s'ouvrent bientôt. Elle exhorte tout le monde à bien jouer. Et à rendre le jeu encore meilleur. Tout le monde est heureux de voir qu'il y aura plus de gens qui rejoindront leur base. Un nouveau gars aux yeux pétillants demande à la dame si elle sait comment monter de niveau rapidement dans les premières étapes. La dame lui tend simplement quelques outils et lui conseille que s'il veut devenir riche, il devrait commencer par abattre des arbres, améliorer et labourer le sol en premier. Les nouveaux venus attendent avec impatience cette tâche et commencent immédiatement à labourer la terre. Pendant ce temps, de retour au bureau, Lady Wenwen rapporte à notre héros que la nouvelle équipe est beaucoup plus travailleuse que la première et que la construction de l'abri se déroule encore plus facilement. Le garçon sourit et dit que ce n'est que le début. Le vrai plaisir est encore à venir. En vérifiant les progrès du clan, ils ont fait de grands pas. Le plus remarquable est qu'ils comptent maintenant 89 personnes dans leur clan, ce qui signifie qu'il y a un surplus de main-d'œuvre. La dame se demande à voix haute s'il devrait installer plus de bases pour créer plus d'opportunités d'emploi. Le garçon commence à y réfléchir et conclut que pour maintenir l'engagement des gens dans de nouvelles activités, il devrait s'étendre. Il demande s'il y a des forteresses près du refuge de la Lune Noire qui pourraient être utilisées. La dame confirme qu'il y en a. Mais elles sont déjà occupées par des zombies. De plus, ces forteresses relèvent de la gestion des colonies centrales, nécessitant une autorisation pour obtenir les droits de gestion. Elle révèle qu'après la crise apocalyptique, le régime s'est effondré et les règles ont volé en éclats. Les colonies ont commencé à gérer leur territoire de manière indépendante, chacune étant gérée par différents pontes. Mais le chef suprême, connu sous le nom de la Vipère, règne sur les colonies centrales et prend les décisions. Mais le garçon balaie l'inquiétude, confiant que tant qu'ils pourront amasser du pouvoir, tout se passera bien. Soudain, Juno arrive avec de terribles nouvelles. Une petite équipe des colonies centrales s'est présentée pour collecter les impôts. On dirait que notre garçon n'a plus à attendre, puisqu'il était déjà impatient d'en finir avec ces gens. Dehors, un homme corpulent avec son équipe se présente comme un percepteur d'impôts envoyé par le centre de colonisation. Selon la loi, 50% de la production doit être versée en impôts chaque mois. Il exige que le clan remette ce qu'il doit. Les fermiers expriment leur désaccord, lui rappelant que lorsque cet endroit était sous la domination du clan du loup affamé, aucun percepteur d'impôts n'osait se montrer. Le gros sort immédiatement son arme, mettant fin à leurs objections. Il presse la détente sans hésitation. Mais sa mâchoire se décroche lorsque la balle atterrit en plein dans la poitrine de nul autre que le professeur de chimie. L'air anxieux et déconcerté, le gros jette un coup d'œil autour de lui, s'attendant à voir quelqu'un blessé ou pire. Le fermier demande au professeur s'il va bien. Et le professeur assure qu'il va bien, grâce à son armure. Alors qu'il se vante de son équipement de protection, les autres trouvent assez effrayant qu'il ait volontairement pris une balle dans la poitrine. Néanmoins, notre héros Jo Ming se présente comme le chef du refuge. Le gros se présente également et exige le paiement des impôts. Mais le garçon rappelle immédiatement au gros que lorsque le clan du loup affamé occupait cet endroit, personne n'est venu aider les gens, il n'est donc pas logique qu'il paie des impôts maintenant. Le gros répond, insistant sur le fait que la colonie centrale a une forte puissance militaire qui ne peut être ignorée. De plus, ils ont déjà envoyé des gens ici plusieurs fois. Mais le garçon dénonce le gros pour ne se montrer que pour exploiter d'honnêtes pauvres gens, sans jamais se soucier du reste. Puisque notre héros ne recule pas, le gros décide de lui tirer dessus. Avant de tirer, il donne un dernier avertissement. Soit vous payez les impôts, soit notre héros reçoit une balle dans la poitrine. Confiant qu'il est le seul ici avec des armes de haute technologie. Mais mon gars claque juste des doigts et un peloton entier armé d'armes de haute technologie apparaît sur les lieux. Pendant ce temps, les gars se tiennent côte à côte,
souriant et appréciant le spectacle du gros faisant une tête terrifiée. À contre-cœur, le gros décide de se retirer pour l'instant. Mais Zhou Ming sort ses propres armes et déclare qu'il ne recule pas. Le gros reste arrogant et suffisant dans ses paroles, ce qui conduit à un autre trou ajouté par notre héros. À côté de son trou d'origine. Son entourage l'aide à s'éloigner. Son arrière-train saigne toujours de la blessure par balle et il continue à proférer des menaces. La dame et le reste de l'équipe répondent par un doigt d'honneur et quelques remarques acerbes. Cependant, Lady Wenwen est absolument terrifiée parce qu'ils viennent d'offenser l'autorité centrale. Et ce n'est jamais une bonne chose. Mais le garçon déclare qu'il s'en fiche quand il s'agit du bien-être des gens de son clan et qu'il ne baissera jamais la tête devant les autres. La dame est d'accord, soulignant que notre héros a raison et que ces nouveaux venus semblent vraiment courageux. Et prêts à se battre, contrairement au lot précédent. Le garçon hoche la tête en signe d'accord, surtout après les avoir observés. Ils ont l'air de venir de camps chaotiques et maléfiques. La scène se déplace vers la tristement célèbre colonie centrale. Où nous rencontrons la vipère pour la première fois. Le gros informe immédiatement son patron de la façon dont ses gars lui ont tiré dessus et sont prêts à se rebeller contre la colonie. La vipère n'est pas ravie d'apprendre que son laquais s'est fait tirer dans les fesses. Mais le laquais implore comme un chiot mignon. Plaidant pour avoir une chance de donner une leçon à ces gens turbulents. La vipère décide de passer voir notre héros lui-même. Curieux de Zhou Ming et voulant vérifier ses réalisations. Mais il insiste pour apporter un cadeau. Le laquais demande quel genre de cadeau il devrait préparer. Et le boss dit immédiatement qu'il veut la tête de ce crétin. L'instant d'après, un serpent traverse le crâne du gros. Quelques jours plus tard, au refuge de la Lune Noire, tout semble tranquille, les gens passent un bon moment, même s'il y a les habituelles chamailleries pour des broutilles. Pendant ce temps, nos héros sont là-haut avec ses jumelles. Scannant tout le camp du refuge. Ils vérifient les stats et voient qu'il y a plus de monde maintenant, le système dit que la surpopulation fout le bazar. Diminuant le plaisir de tout le monde. Zhou Ming se prend la tête, confus, ne sachant pas comment gérer le nombre croissant de résidents sans plus d'endroits inexplorés. Ou d'endroits pour étendre leur territoire. Soudain, une Lamborghini débarque sur les lieux. Fonçant à travers le camp du refuge. Tout le monde se redresse à la vue de la voiture et deux personnes en sortent, l'une est Vipé lui-même. Et l'autre est probablement sa secrétaire. Vipé demande poliment à rencontrer le chef de la colonie. Les fermiers, cependant, se mettent sur la défensive et demandent s'il est là pour causer des problèmes. Mais Vipé reste poli et s'excuse pour les problèmes causés par son subordonné. Pour se faire pardonner, il offre un cadeau aux gens d'ici, la dame révèle le cadeau. La tête de ce gros, l'officier des impôts, tout le monde est choqué de voir la tête de l'officier des impôts présentée comme un cadeau. À ce moment-là, notre garçon lui-même se montre. Et invite promptement Vipé dans son bureau pour discuter. Vipé échange des politesses. Et demande à notre héros de montrer le chemin, mais avant de partir, il ordonne à sa secrétaire de garder la porte. Et de le prévenir immédiatement si quelque chose semble louche. Notre héros conduit Vipé dans le bureau pendant que la dame reste dehors, gardant un œil vigilant. Comme demandé, le chauve ne peut s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont les PNJ de ce monde ont l'air réalistes. La youtubeuse décide d'approcher la secrétaire avec son énergie habituelle. Mais le soldat à la retraite Joe la met en garde, la dame affirme fièrement qu'elle est courageuse. Et douée pour draguer les filles. Donc elle gérera ça sans problème, alors Lady Aubergine commence à taquiner la secrétaire la défie en disant que si Lady Aubergine peut la battre. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, les autres en arrière-plan sont excités de regarder ces deux filles se battre. Pendant ce temps, de retour au bureau, notre héros demande poliment à Vipé pourquoi il est ici. Vipé déclare sans détour qu'il est intéressé par la colonie du refuge. Si notre héros lui cède, il promet une récompense qui le mettrait à l'abri du besoin pour la vie. Non seulement cela, il offre l'accès à la zone noble de la colonie centrale. Où notre héros pourrait vivre comme un roi. Zhou Ming se demande si un endroit aussi paradisiaque existe dans ce monde. Vipé affirme que ce que les autres considèrent comme l'enfer n'est que pour les faibles. Pour les individus forts comme notre héros et lui-même. C'est le paradis, il précise que tant que les individus sont forts, ils peuvent avoir des femmes, de la richesse. Vipé déclare vicieusement que notre héros n'a pas besoin de s'embêter avec les imbéciles insignifiants de cette colonie du refuge. Car il serait également bien traité. Le garçon sourit et considère que c'est une offre attrayante,
mais il refuse catégoriquement d'abandonner son territoire. Le visage de Vipé devient arrogant en entendant le rejet, se sentant complètement humilié. Jiao Meng souligne qu'il valorise la liberté et refuse d'être confiné comme un canari dans une cage. Vipé devient de plus en plus agressif, avertissant notre héros qu'il y en a eu d'autres qui ont parlé comme lui autrefois, mais ils gisent maintenant à 2 mètres sous terre, mais alors notre héros propose qu'il puisse encore conclure un accord. Il saisit la carte et signale à Vipé qu'il existe une organisation de voleurs notoires appelée le gang Vulcan opérant sur la route commerciale. Il tente fréquemment des embuscades aux caravanes envoyées par la colonie centrale, causant des pertes importantes. Vipé hoche la tête en signe d'accord, mentionnant que ce gang a même occupé une usine métallurgique et est bien équipé. Ce qui rend difficile pour les croisades passées de faire une brèche. Dramatiquement, le garçon marque le territoire ennemi sur la carte avec son poignard et expose les termes de l'accord. Notre héros propose d'aider Vipé à éliminer le gang Vulcan. En retour, les caravanes de Vipé seraient autorisées à passer en toute sécurité sans interférence. À condition qu'il laisse notre héros et sa colonie tranquille, l'homme récupère alors le contrat, admettant que les conditions de notre héros sont assez attrayantes. Signalant qu'une fois signé, l'accord sera officiellement établi. Le Vipé s'en va en mentionnant qu'il attend de grandes choses de notre héros. Soudain, Zhou Ming entend des cris à propos d'une bagarre à l'extérieur. Il se précipite dehors et découvre que la secrétaire s'en est pris à quelques habitants du coin qui l'avaient provoqué. Le Vipé demande ce qui s'est passé et la jeune fille explique nonchalamment qu'il s'amusait juste. Saisissant l'occasion de jubiler, le Vipé fait remarquer la nécessité d'un entraînement sérieux au sein de l'équipe de notre héros. Mais Jiao Meng l'assure avec confiance qu'ils sont comme une meute de chiens sauvages, coriaces et prêts à se défendre bec et ongle. La Lamborghini s'éloigne à toute vitesse de la scène. Et sur leur chemin, le Vipé s'enquiert de la force du clan Dark Moon. La jeune femme explique qu'il s'agit surtout d'un groupe de voyous. Mais il y a quelques individus qui n'ont pas encore montré tout leur potentiel, laissant planer le doute sur leur véritable capacité. Mais elle souligne également que ces types lui ont donné une sensation étrange. Comme s'ils n'avaient pas peur de la mort. Le Vipé les congédie en disant que ces idiots connaîtront bientôt leur fin. Fidèle aux paroles du Vipé, ces idiots n'arrêtent pas de mourir pour être ressuscités à chaque fois. Zhou Ming rassemble alors tout le campement en annonçant que le jeu lance un événement à durée limitée connu sous le nom de suppression du gang Vulcan. Le chauve demande en quoi ces événements sont différents. Notre héros explique que dans les événements à durée limitée, les ennemis ne peuvent pas réapparaître. À chaque fois qu'il vainc un ennemi, il gagne de précieux points d'événement et les 3 meilleurs tueurs de l'événement peuvent également gagner des récompenses supplémentaires. En entendant cela, la jeune fille se met immédiatement à courir avec enthousiasme pour abattre le gang Vulcan. Mais le garçon lui rappelle qu'il n'a pas encore fini d'énoncer toutes les règles. La jeune femme insiste sur le fait qu'elle s'en fiche tant qu'elle peut vaincre leurs ennemis. Mais notre héros lui fait remarquer qu'elle se dirige dans la mauvaise direction. Parce que le gang Vulcan ne se trouve pas là. Shuno révèle alors que le gang Vulcan est beaucoup plus fort que le clan du loup affamé qu'ils ont vaincu précédemment. Et s'ils échouent, ils pourraient tout perdre au profit du Vipé. Mais le garçon minimise avec confiance ses inquiétudes. La jeune femme reste insatisfaite, alors il révèle que les membres de son clan sont eux-mêmes comme une force de la nature, il est donc impossible qu'ils perdent contre un gang insignifiant. La scène suivante nous emmène sur le territoire du gang Vulcan où les gens offrent désespérément des cristaux et des objets de valeur en échange de protection. Ce voyou arrogant ricane en disant que ce n'est pas suffisant. Il arrose cruellement le corps d'une petite fille avec de l'essence et allume son briquet, menaçant sa mère de révéler où ils ont caché leurs objets de valeur. La mère terrifiée insiste sur le fait qu'il ne leur reste plus rien, se cognant la tête contre le sol et implorant pour la vie de sa fille. Le membre du gang devient encore plus arrogant, accusant la mère de malhonnêteté. Alors qu'elle continue d'implorer grâce, dans un revirement choquant, il s'apprête à jeter le briquet sur la petite fille. Elle crie à l'aide avant que les flammes ne touchent ses vêtements humides. Soudain, quelqu'un arrache le briquet en plein vol et c'est bien sur notre héros. Il allume nonchalamment sa propre cigarette avec le briquet, rappelant aux membres du gang arrogant que l'essence est une ressource précieuse, qui est uniquement destinée à brûler des gens comme les 2 frères du gang Vulcan. Le chef de gang menace notre héros, lui faisant savoir que s'immiscer dans des affaires qui ne le concernent pas aura un prix élevé. La youtubeuse se tient aux côtés de notre héros, déclarant que c'est elle qui va gâcher la coiffure bizarre de ce type. Le type arrogant saisit son lance-flamme en réponse à l'insulte à sa coiffure, déchaînant un torrent de flammes vers la jeune fille.
Elle commence à brûler, ressentant chaque parcelle brûlante de la chaleur. Tandis que le type arrogant rit cruellement de sa souffrance. Notre héros lui rappelle qu'elle n'est qu'une joueuse dans ce jeu. Bien qu'elle soit en feu, elle garde d'une manière ou d'une autre son sang-froid et plaisante en disant qu'elle découvre enfin ce que c'est que d'être une torche humaine. Totalement confus, Monsieur Arrogant demande comment elle tient encore debout. Sans perdre une seconde, la jeune fille se ressaisit et repousse le voyou arrogant avec son corps brûlant, le mettant intentionnellement en feu lui aussi. Le type arrogant se tortille comme un poulet après avoir goûté au feu brûlant. De retour au refuge de Dark Moon, tous les membres du groupe se rassemblent autour du type arrogant attaché à une chaise. Zhou-Ming le presse de donner des informations sur le gang Vulcan, promettant de lui épargner la vie s'il coopère. Mais le type arrogant refuse obstinément, déclarant qu'il ne trahira pas leur Vulcan. Et ne montrant aucune peur, le soldat à la retraite saisit une barre chauffée au rouge et la tient près du type arrogant, lui demandant s'il a peur maintenant. Le type arrogant se vante que tous les membres du gang Vulcan sont baptisés par le feu sacré. Et même s'ils sont brûlés, ils n'abandonneront pas. Le type arrogant se transforme en poulet lorsque le soldat déclare qu'il n'a jamais prévu de le brûler. Au lieu de cela, il précise qu'il va insérer cette barre de fer rougeoyante dans l'un de ses trous. Et lui rappelle que c'est 800 degrés Celsius dont on parle. Le soldat demande une dernière fois ce que le type arrogant a l'intention de faire. En réponse, le type se met à pleurer et décide de tout balancer, le suppliant d'éloigner cette barre. Le soldat jette nonchalamment la barre de côté et dit à ses amis que c'était plus facile qu'il ne le pensait. Pendant ce temps, tous les autres subordonnés, y compris notre héros, tremblent de peur, gardant leurs mains derrière eux et cachant leurs fesses. Notre héros demande où le soldat a appris ce genre de méthode, ce à quoi le soldat répond qu'il l'a apprise en Afghanistan. Le type arrogant et tremblant demande s'il sera épargné une fois qu'il aura tout révélé. Notre héros le rassure, ils ne sont pas des monstres. Et l'homme révèle que leur frère aîné, connu sous le nom de Vulcan, était un véritable pyromane qui a passé des années à étendre son pouvoir en assassinant et en incendiant, de plus. La joie perverse de Vulcan était de regarder les gens brûler vifs. Les autres joueurs sont excités à l'idée d'affronter un méchant PNJ aussi coriace. Pendant ce temps, Zoé continue de presser le captif au sujet de son patron et de l'endroit où ils ont caché tout cet or, insistant sur le fait qu'il peut presque sentir les richesses qui attendent d'être trouvées. Le captif continue de plaider l'ignorance, mais le garçon reste optimiste. Rêvant de nager dans des piles de trésors, convaincu qu'ils sont sur le point de faire un gros coup. Le soldat interroge le captif sur les effectifs du gang de Vulcan. Et l'équipement. Le type révèle qu'il y a environ 100 hommes sous le commandement de Vulcan, armés de trucs méchants comme des pulvérisateurs de bombes à essence appelés destroyers. De plus, ils ont posé des mines tout autour de leur territoire. Lorsqu'on lui demande comment ils vont percer les défenses du gang, notre héros hausse nonchalamment les épaules et suggère qu'ils trouveront un moyen d'entrer, tout en incitant le captif à les aider à accéder à la cachette de Vulcan. Le type explique qu'ils devront subir le baptême de Vulcan, une épreuve où ils endurent leurs bras brûlés par des flammes ardentes. C'est un test reconnu par le dieu Vulcan, mais la peur de la douleur et de la mort est la dernière chose qui inquiète notre héros et son équipe, laissant le pauvre captif ignorant du genre de problèmes dans lesquels il s'est fourré. Ensuite, nous sommes au repère du gang de Vulcan, où notre héros affronte le chef du gang et déclare son intention de se joindre et de servir sous les ordres du patron. Le chef demande s'ils sont prêts pour le baptême. La dame dit joyeusement qu'elle est plus que prête pour ce défi, incitant le chef à ordonner à l'un d'eux de s'avancer. Notre héros s'avance avec assurance, plaçant sa main sur la table. Le type à la tête orange avec le lance-flamme s'avance et jette immédiatement des flammes chaudes sur notre héros, mais Zhou-Ming semble imperturbable, gérant la chaleur comme un pro. Et demande moqueusement si c'est vraiment un baptême. La tête orange s'agace et augmente la puissance du lance-flamme, demandant à notre héros s'il apprécie enfin l'intense baptême de Vulcan. Notre héros répond calmement, disant que c'est plutôt génial sous les flammes. Une fois son tour terminé, la dame ricane que notre héros essaie juste de se montrer et se porte volontaire avec courage pour le baptême de feu. La tête orange lui donne une rafale de feu contrôlée, parce qu'il est convaincu que c'est suffisant pour elle. Mais la fille, initialement forte, commence bientôt à se tortiller de douleur alors que sa main sent la brûlure. Ensuite, c'est au tour de notre soldat à la retraite qui ferme les yeux et dit à la tête orange de commencer le spectacle. La pauvre tête orange commence à se demander si l'un de ces trois est normal.
Mais il jette ses flammes ardentes quand même. Le soldat endure la chaleur stoïquement. Contrairement à notre youtubeuse, impressionnée par leur résilience, le type masqué annonce que tous les trois ont réussi le test. Et sont maintenant membres officiels du gang de Vulcan. Le soldat regrette de ne pas avoir désactivé ses capteurs de douleur. Mais il ne se plaint pas. Il voulait une expérience réaliste de ce jeu. Soudain, un autre type apparaît, se présentant comme le conseiller militaire du gang. Il félicite tout le monde pour leur adhésion et leur propose une mission. Y voyant une excellente opportunité pour les nouveaux venus. Notre héros comprend rapidement que ce type doit tester leur capacité avec cette mission. Impatiente de voir ce qui se passe ensuite, la youtubeuse l'attend également avec impatience. Comme prévu, le vieil homme annonce leur mission. Intercepter un véhicule commercial de la colonie centrale et piller tout. Le garçon souligne qu'ils ne sont peut-être que 3 pour un tel travail. Mais le vieil homme leur assure que des membres d'élite du gang se joindront à eux. Le garçon remercie le vieil homme pour cette opportunité. Comme on pouvait s'y attendre de la part du conseiller, une fois qu'il quitte le lieu de la réunion, il est stupéfait de voir à quel point tout s'est bien passé. Le soldat remarque que les choses sont sur le point de devenir sérieuses. Mais notre héros le rassure en lui disant que ce n'est qu'un jeu, et lui demande de se calmer. Soudain, quelque chose tombe de la poche de notre héros. Quand la dame ramasse la bouteille, elle demande « C'est quoi ce bordel ?» Le garçon est immédiatement terrifié de voir ça et la dame révèle que c'est la même chose qu'elle l'a vu mettre sur son corps. Le garçon panique en réalisant qu'elle l'espionnait pendant qu'il se douchait. Pas étonnant qu'il ait eu froid à ce moment-là. La dame rougit et nie ses accusations, insistant sur le fait qu'elle passait juste par là. Le garçon lui dit rapidement que c'est juste de la crème solaire normale. Mais elle n'y croit pas une seconde. Pourquoi un personnage de jeu aurait-il besoin de crème solaire, demande-t-elle, agacée. Notre héros invente une autre histoire. Il dit que ça rend séduisant. La dame, intriguée, commence à en réclamer pour elle. Enfin, ce n'est pas vraiment une crème de beauté. Comme notre héros n'est pas un personnage virtuel mais un véritable humain, il ne peut pas ajuster le niveau de douleur comme les autres joueurs. Il doit compter sur cet outil pour réussir le test de Vulcan. Un peu plus tard, notre héros rencontre les autres membres de l'équipe. Le rouquin se présente comme Hotpo, le aîné de Joming, puis demande à Hotpo s'il a des conseils à donner. Ce à quoi Hotpo répond qu'il est devenu fan de la résilience de notre garçon depuis qu'il a réussi ce test de baptême et qu'il veut maintenant être son pro-bro. Joming est un peu effrayé par toute cette flatterie. Mais le rassure en lui disant que puisqu'ils travaillent ensemble, ils sont potes maintenant. Hotpo décide alors qu'il est temps de se préparer car leur cible est sur le point d'arriver. Alors toute la bande prend la route dans ses voitures. Le chef de gang les regarde partir, se sentant méfiant à l'égard des 3 nouveaux venus. Soupçonnant qu'ils pourraient être des espions envoyés par Vipé. Le vieil homme est d'accord, c'est pourquoi il les a envoyés voler les propres biens de Vipé. S'ils montrent un comportement anormal pendant le raid, ils peuvent les brûler vifs. Le chef hoche la tête, disant qu'ils seront passibles de la mort par le feu s'ils le trompent. Un peu plus tard, nous nous retrouvons à la station de transfert des terres désolées. Là, tout le monde mange une nourriture bizarre. À part Hotpo, tout le monde est effrayé par les globes oculaires de taureau cru. Les gars disent maladroitement qu'ils n'ont pas faim et disent à Hotpo de manger seul. Le rouquin commence à se gaver de nourriture en disant qu'il devrait refaire le plein d'énergie avant le raid. Le garçon exprime son inquiétude au sujet du raid, disant que s'ils vont piller des véhicules commerciaux, ils doivent avoir des gardes. Si ces gardes savent jouer avec le feu, les choses pourraient se compliquer. Le rouquin le rassure en lui disant qu'ils ont déjà installé des mines routières et qu'ils peuvent faire sauter le véhicule du convoi avant de frapper le véhicule commercial. Le soldat ramasse une mine et, grâce à ses connaissances militaires, explique toutes les spécifications techniques de ce mauvais garçon. Le rouquin est stupéfait de la capacité de notre soldat à la retraite à lire les spécifications au premier coup d'œil. Et indique clairement qu'ils sont sur le point de donner une leçon avec ces mauvais garçons. Juste à ce moment-là, une agitation éclate alors que les véhicules commerciaux cibles arrivent en vue, mais avant que cela ne puisse se produire, l'histoire s'arrête là. On dirait qu'il faudra attendre la sortie des prochains chapitres pour voir ce qui se passera ensuite.